Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On se retrouve comme chaque dimanche, comme disait l'autre, non pas pour discuter de jeux vidéo, mais bien dans Minerva, votre émission préférée, l'émission que vous adorez, où nous décryptons avec vous, ensemble, l'actualité politique de la semaine. Et quelle actualité cette semaine. Alors j'aimerais vous prévenir, bon, il n'y a pas encore grand monde sur le live, donc c'est pas grave, je le fais quand même, mais que ça va être le live de la déprime, le live de la consternation. Voilà. Ça risque de pas être extrêmement joyeux puisque on a vécu une semaine complètement merdique en termes d'actualité et même ben voilà, quand on a un peu de sensibilité sur tout ce qui se passe dans le monde, ça n'a pas été une semaine extrêmement facile. Donc voilà. Mais bon, je voulais aussi voilà, c'est aussi une émission où on essaie de prendre les choses avec un petit peu de légèreté. Évidemment, on ne pourra pas le faire sur un certain nombre de sujets qui nous intéressent ce soir, donc on va le faire avec un petit peu de gravité, une fois n'est pas coutume, mais ça paraît évidemment important. Bon, au lancement de cette émission, j'aimerais aussi vous dire que ça y est, j'ai enfin trouvé le gimmick de cette émission, le petit ressort un petit peu marrant pour le lancer. Alors si Minerva devait être un animal, elle serait probablement un élépard, véloce comme un guépard, sage comme un éléphant. Voilà ce que je pense être Minerva. Alors déjà, on va faire un petit tour d'humeur. Manel, tu es de retour, j'espère, pour nous jouer un excellent tour. Comment tu vas? Ça va, comme tu l'as dit, un peu sonné par l'actualité internationale, plein de colère, plein d'envie d'agir aussi face à la situation. Et voilà, ça a été une semaine assez dure vis-à-vis de l'actualité politique, mais qui nous donne aussi des raisons de faire ce qu'on fait, quoi. Ouais, mais voilà, tu dirais que ça va encore, sur le côté personnel, ça va encore à peu près. Ouais, ça va. Bon, c'est aussi important. Et toi, Antoine, comment ça va? Ça va, oui, personnellement, ça va. Après, comme dit Manel, on est confronté tous les jours bon, on est dans nos vies quotidiennes et puis à côté, on entend parler de, ouais, de milliers de vies brisées, quoi. Donc, c'est assez particulier ce qu'on vit en ce moment. Ouais. Ouais, c'est pas évident. Alors peut-être sur une note, c'est peut-être la seule fois où on va sourire. Non, peut-être pas. Cette fois, on va un petit peu rire pendant ce live. Voilà, il y a un nouveau générique. Il y a un nouveau générique qui a été fait. Il est tout nouveau, il est tout frais. Pour celles et ceux qui l'écoutent en podcast, je mettrai ce générique au début de toutes les émissions de Minerva. Et pour les prochaines fois, j'essaierai de le mettre aussi au lancement de l'émission. Voilà, je vous propose qu'on l'écoute ensemble et ensuite on pourra un petit peu discuter de politique et d'actualité internationale. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous prendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Vous appelez clairement la révolte? D'abord, je voudrais souhaiter bon anniversaire à ma grand-mère qui a 98 ans. Voilà, que j'appelle Maman Marie. Je lui fais un gros bisou. Non! Non, Fabien! Tu ne gagneras pas avec un steak! Carousel passe son temps aussi à critiquer Jean-Luc Mélenchon, donc on s'en sort plus. Voilà, est-ce qu'on peut arrêter ça? Est-ce qu'on peut arrêter ça? Et quand vous leur dites? Et qu'un tel, j'en ai ras le bol, voilà. Ce qui est très important pour nos Français, c'est que on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Macron! Explosion! Vous sortez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Ah ben c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo, génial! Non merci! Il est foutu, c'est pas grave, hein? Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais attendez, vous avez vu comment vous traitez vos invités? Oh mais vous êtes une victime! Cette femme a un boulard immense, elle est scientifique, alors qu'elle... Vous faites attention. Mais vous savez, en fait, c'est juste une question de préparation psychologique. Si on m'avait dit que cette émission était en effet réactionnaire et climato-sceptique, en fait, peut-être je serais pas venue, en fait. Les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin, hein. Faites mieux. Ok, let's go! Et voilà, donc c'était pour le générique de Minerva et on commence dès maintenant la discussion sociale. Bonsoir, The Famous Vase dans le chat. Effectivement, bon anniversaire à toutes les grand-mères, comme le rappelle si bien Fabien Roussel lorsqu'on lui pose la question de savoir s'il appelle à la révolte ou non. Bon, le premier sujet dont on va parler est un sujet grave, un sujet qui a animé évidemment le débat et l'actualité politique, et l'actualité internationale, voire humanitaire, toute la semaine.
c'est le sujet du conflit israélo-palestinien, qui se cristallise en tout cas autour de la bande de Gaza. Donc nous en parlions la semaine dernière et je tenais à lancer la discussion de la même manière que la semaine passée et rappeler que dans notre espace politique, qui est celui, je pense, de la gauche assez large, nous sommes, je crois, toutes et tous profondément pacifistes. C'est dans notre ADN. Alors, peut-être que certains ne seront pas d'accord. Je revendique que le pacifisme est dans l'ADN de la gauche. Que à jamais maudite soit la guerre, qui est l'enseignement de tous les travailleuses, tous les travailleurs qui ont participé et qui ont été jetés dans la guerre à un moment de l'histoire. Et c'est toujours la conclusion qui s'impose après ces guerres horribles, qu'elles jamais elles soient maudites. Donc, faut le rappeler encore, une petite base, aucune action violente contre des civils n'est légitime. Il semblerait que, du coup, le bilan humain de cette semaine soit absolument horrifiant, notamment pour les habitantes et les habitants de Gaza, avec, malheureusement, c'est un bilan qui augmente d'heure en heure, mais dans la bande de Gaza, il y aurait 2300 personnes qui seraient mortes, 9000 blessés, et parmi les morts, il y aurait au moins, parmi les choses horribles, 700 enfants. Donc, la première question que j'aimerais vous poser est la suivante, au-delà de l'émotion pour les civils israéliens, pour les civils palestiniens blessés ou morts durant ce conflit, comment est-ce que vous analysez la situation telle qu'elle est aujourd'hui, comment vous l'analysez de manière large et peut-être comment vous l'analysez d'un point de vue humanitaire? Je sais pas si Manel, tu as envie de... J'ouvre le bal. Si tu veux. Oui, ça a été assez compliqué, c'est vrai, de mettre de la rationalité dans tout ce qui se passe. C'est un moment qui a décuplé les émotions et donc du coup dans lequel il fallait tout de suite être très froid et rappeler le contexte dans lequel ces événements ils émergent, donc qui est un contexte où un contexte de blocus à Gaza qui dure depuis des années, duquel souffrent des milliers de Palestiniens et Palestiniennes. C'est un espace qui est complètement aujourd'hui dirigé par le Hamas, contrairement à la Cisjordanie. Et c'est un conflit qui dure depuis plusieurs années, sur lequel notre camp politique aussi se mobilise. Moi, je sais que mes premiers pas dans le militantisme, c'est aussi fait sur la question palestinienne et sur la libération du peuple palestinien. Donc forcément, on a un rapport... on a un lien historique et un lien politique avec le peuple palestinien et on est extrêmement sensible à ce qui se passe dans cette partie. Manel a disparu, mais je suis sûr qu'elle va revenir d'ici quelques instants. En attendant, Antoine, comment tu analyses la situation? Elle est de retour en fait. Même pas eu besoin de... C'était aussi pour moi aussi, je sais pas pourquoi. C'est bon, tu es de retour. Super, je sais plus où est-ce que j'en étais. Tu disais que le combat pour le peuple palestinien était un combat historique pour la gauche française et que ça a imposé une certaine sensibilité aux événements. Exactement, et pas que pour la gauche française, on connaît aussi les positions de Dominique de Villepin, etc., sur, sur ce qui se passe en Palestine, y compris de Gaulle, etc. Donc on a un positionnement de l'État français, historique, etc., sur ce conflit-là. Et en fait, la chose qui nous a, en fait, je pense, tous bouleversés, c'est le retournement sémantique qui s'est opéré au moment des événements, où on a accusé directement la gauche d'être antisémite parce qu'on voulait reposer ce contexte de colonisation, de guerre dans le débat public, et de dire on ne peut pas comprendre ce qui vient de se passer, on ne peut pas comprendre l'horreur de ce qui est en train de se passer si on ne repose pas la question du contexte colonial dans lequel ces événements ont lieu. Et donc du coup, c'est plutôt la violence politique la manière dont la violence politique se déchaîne à l'échelle nationale contre les mouvements qui veulent, contre les mouvements de gauche et ceux qui disent il faut respecter le droit international, il faut respecter le fait de reconnaître aux Palestiniens un État au même titre que l'État israélien, il faut cesser le feu, il faut cesser cette guerre, etc. Et que la condition pour que ces horreurs ne soient plus d'actualité, c'est qu'on puisse mettre fin
à la colonisation. Et donc, du coup, ce discours a été complètement inaudible, complètement noyé dans des réactions ultra violentes vis-à-vis d'une partie de la gauche française. Et c'est ce qui nous a aussi énormément déstabilisés et qui nous a aussi retourné dans nos propres... il y a eu un total renversement des valeurs où, en fait, la gauche qui s'est toujours levée contre l'antisémitisme, qui a été la gauche de la résistance, etc., qui a été accusée d'être la branche antisémite, et le Front National, dont les fondateurs sont des antisémites notoires. Le SS, on peut le dire à SS quand même. Hein. Oui. Et se considèrent aujourd'hui comme les défenseurs du peuple juif en France. Donc on vraiment marché sur la tête, et il a fallu remettre du contexte, il a fallu remettre les pieds sur terre et se dire non mais ce qui est en train de se passer, c'est complètement de la folie. Donc je pense que c'est c'est un peu l'analyse générale que je fais de la situation. Ok. Et toi, Antoine, est-ce que tu portes un regard j'imagine que tu portes un regard, mais quel est le tien sur la situation? Il y aurait plein de choses à dire, et puis il faut toujours faire attention, surtout sur ce type de conflits qui sont très complexes et tout ça, à pas dire. Enfin, on peut assez facilement se retrouver à dire n'importe quoi, et même quand on est journaliste, et même quand on a une très très haute opinion de sa personne. Donc, comme ici, on n'est pas journaliste et que on essaiera de cultiver la modestie, je pense, on essaie de faire attention. Mais non, en fait, moi, quand j'ai entendu les premières infos, pour moi, c'était quelque chose, c'était pas quelque chose de hors norme qui était en train de se passer, parce que on m'a dit: «Ah oui, le Hamas a commencé à tirer des roquettes sur Israël». Bon, dans ma tête, j'ai eu un réflexe de, «Ah oui, encore, il y a un nouvel épisode», et cetera. Oui, il faut rappeler, Parce par que exemple, tout ça qu'il y a eu une dure trêve en mai tout ça dernier. dure Il y a eu une depuis trêve en très mai longtemps. dernier, mais une trêve qui était consécutive, évidemment, à des conflits, à des échauffourées, à tout ça. Ça fait en fait des années que cette situation dure. Je crois que c'est en 2005, si je me trompe pas, que l'armée israélienne s'est retirée de Gaza. Donc, je veux dire, au-delà du conflit israélo-palestinien dans son ensemble, la situation à Gaza qui est complètement bouclée et tout ça, ça fait là aussi vraiment longtemps que ça dure. Et donc, le premier truc, c'est que on a été surpris, et tout le monde a été surpris en fait, par l'ampleur de l'offensive du Hamas en territoire israélien, et qui fait un nombre de morts qui là a été ça a été le premier choc en fait. Ouais. Ça a été le premier choc parce que Israël s'est construit depuis le début, et a toujours le socle du discours étatique, ça a toujours été un État pour assurer la sécurité des Juifs, etc. Or, ces massacres d'une ampleur quand même inégalée, alors un certain nombre disent oui, c'est les plus grands massacres de Juifs réels ou supposés. D'ailleurs, je ne sais pas quelle était la confession de toutes les personnes qui ont été assassinées, mais enfin, ils ont a priori été assassinés parce que supposément juifs. Donc, c'est le plus gros massacre depuis la Seconde Guerre mondiale et tout ça, ce qui évidemment ramène à toute une mémoire et tout ça. Donc ça a été le premier choc. Et puis le deuxième choc, ça a été la riposte israélienne, qui est complètement, qui est en cours là en ce moment. Et je ne sais pas si j'ai déjà assisté en direct comme ça, à une guerre aussi violente. Dans Parce qu'il y l'histoire, a on va des dire, guerres très extrêmement. contemporaine, c'est l'invasion, la première invasion de l'Ukraine par la Russie, qui est peut-être le dernier épisode qu'on ait vécu. Oui, ça c'est sûr. Mais même, justement, je voulais faire la comparaison, même par rapport à la guerre en Ukraine, j'ai l'impression qu'on est encore un cran au-dessus. Ouais. Parce que là, on a vraiment la volonté, enfin, la guerre en Ukraine est ultra violente, etc. Il y a du pilonnage de populations civiles. Mais là, les conditions dans lesquelles tout ça se passe, c'est-à-dire 2 millions de personnes qui sont massées sur un territoire qui fait la taille de Paris, je crois que c'est ça, Oui. la superficie de Paris,
et donc un pilonnage comme ça systématique. Il y a maintenant 1 million de déplacés, si je me trompe pas, dans lequel on déplace, mais vraiment, on peut même pas concevoir ça en fait. De se dire, ok, c'est la superficie de Paris, donc ils sont en train de se faire pilonner méthodiquement, et il y a 1 million de personnes qui se déplacent dans ce. Je sais pas, je vois des images évidemment Hmm. à la télé, on voit les photos et tout ça, on voit les reportages réalisés dans des conditions, mais on peut pas concevoir ça, je pense. Déplacement d'1 million de personnes. En fait, c'est de la même ampleur que en 47-48, il me semble, C'est ce en que termes de nombre de déplacés. c'est ce qu'un certain nombre de responsables palestiniens, alors je ne sais pas s'ils appartiennent au Hamas ou non, dénoncent. Alors je me souviens plus du terme palestinien ou arabe qui a été employé, mais qui signifie la grande catastrophe. Et donc ils C'est font la Nakba. voilà. Merci beaucoup. Ouais, ils font cette comparaison facilement. Juste simplement, juste pour me faire le porte-parole du chat, bien sûr, qu'on adore et qu'on écoute. Bonsoir à Girondine du Sud, bonsoir à Soka, et Saritae nous dit bonjour. Bonjour Saritae, bien sûr. C'est la première fois que tu parles dans le chat et nous demande si nous sommes étudiants. Effectivement, on a un petit peu perdu l'habitude de se présenter au début de nos lives. Non, on n'est pas étudiants, je crois. En tout cas, pour nous trois, ce soir, on n'est plus étudiants. On est des militants, des militantes et des militants de gauche, voilà, depuis longtemps. Depuis, je crois, ça quand même, voilà, on peut dire un certain nombre d'années maintenant. Et voilà, là, on vous propose de partager un petit peu notre regard sur l'actualité et en débattre avec vous dans le chat, bien sûr. Donc vas-y, pardon, je t'ai un petit peu coupé Antoine, mais j'ai peut-être d'autres questions à vous poser parce qu'on parle de la situation. Voilà, il faut dire un petit peu ce qu'il en est là depuis dimanche dernier, puisqu'on en parlait déjà dimanche dernier. Après des jours de frappes aériennes, l'armée israélienne a donc ordonné aux Palestiniens de la ville de Gaza, donc un territoire, comme tu l'as rappelé Antoine, qui fait la superficie de Paris environ, donc un territoire très réduit sur lequel vit, je crois, 2 millions de personnes, et donc de ces environs, de se déplacer vers le sud du territoire. Donc il y a le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui se situe à Genève, on appelle souvent la Convention de Genève pour qualifier les crimes de guerre, donc c'est cette commission qui s'en occupe, a appelé à annuler cette mesure et à dénoncer donc le siège complet de Gaza, estimant qu'il s'agissait d'une punition collective pour des civils, ce qui est évidemment strictement interdit par le droit international. La frontière avec l'Égypte est aujourd'hui donc fermée, donc c'est la seule frontière terrestre qui permet de sortir de la fameuse bande de Gaza. Et alors, je ne sais pas si vous avez, vous êtes renseigné, etc. Vous avez pu en débattre entre vous. Enfin, entre vous, je veux dire dans le chat ou toi, Antoine ou Manel. Quelle est la raison qui pousse l'Égypte à clôturer ses frontières avec la bande de Gaza? Et juste en attendant, je vous laisse le temps de réfléchir. Il y a 500 000 personnes qui se sont déjà déplacées à Gaza, donc c'est quelque chose de titanesque. On imagine on imagine avec difficulté tout ce qui a dû être mis en œuvre, sachant qu'évidemment l'eau, l'électricité sont coupées par l'armée israélienne actuellement. J'ai l'impression qu'il y a des négociations quand même assez serrées. Bon, déjà, l'Égypte, qui est un État souverain, visiblement a pas très envie de se retrouver avec d'avoir à gérer le problème de réfugiés gazaouis sur son sol. J'en sais pas plus, j'ai pas de spécialité en particulier, enfin de connaissances approfondies sur la politique intérieure égyptienne et comment tout ça interagit. Mais j'ai l'impression que eux, voilà, ils veulent pas se retrouver. Alors, est-ce que en déplaçant les populations, enfin en forçant à coup de bombe le déplacement des populations au sud, est-ce que Israël essaie de faire pression pour qu'ils aillent, je sais pas, et qu'ils passent la frontière en Égypte? J'ai du mal à comprendre. En tout cas, là, il y a tout un tas de choses qui continuent à se passer. J'ai vu que les États-Unis, en lien avec Israël et en lien avec l'Égypte, avaient dit bah, on va faire arriver de l'eau à la frontière entre Gaza et l'Égypte, ce qui va du coup pousser les populations à aller vers la frontière égyptienne, donc pour que Israël puisse continuer l'opération. Donc j'ai du mal à voir, enfin il faudra voir ce qui se passe dans les jours qui viennent, et j'ai pas personnellement toutes les clés pour comprendre l'interaction
Israël, l'Égypte et puis ce qui se passe sur Gaza. Mais de toute évidence, chacun essaie de jouer un peu sa partition, quoi. Et dernière chose, c'est que il y a des journalistes qui ont ressorti des déclarations, notamment de ces fameux ministres d'extrême droite qui étaient dans la coalition Netanyahou. Et il y en avait un qui avait dit, je crois l'an dernier, qui avait dit, voilà, on a été obligé de partir de Gaza, etc. Mais il va falloir qu'on y revienne, il va falloir qu'on règle le problème de Gaza et qu'on fasse partir en fait toute une partie des Palestiniens qui y sont. Du coup, est-ce qu'il y a un agenda Du gouvernement de israélien? l'extrême droite, Oui. voilà, pour se dire, bon, bah, puisqu'il y a eu tous ces massacres sur notre sol et tout ça, on va en profiter pour vider, je sais pas, tout le nord de la bande de Gaza. Enfin voilà, en tout cas, il y a des journalistes qui ont ressorti ces déclarations et je pense que il doit y avoir chacun poursuit son agenda en fait par rapport à la tragédie en cours et c'est ça qui est terrible, quoi. C'est qu'il y a des populations civiles. Israël a été touché comme rarement, voire peut-être jamais dans son histoire, les populations civiles. Il y a l'horreur de ce qui se passe à Gaza et en fait, on a des grandes ou des moyennes puissances qui sont en train de jouer avec ça comme on jouerait sur un plateau d'échecs, quoi, en se disant, bah tiens, comment est-ce que je vais aboutir à la situation que je souhaite dans cette situation. C'est ça que je trouve assez horrible aussi. Ouais. Alors, je me permets simplement de dire que dans le chat, ça commence à débattre. On nous dit, vous êtes des militants de gauche, donc vous êtes tous pro-palestiniens. Alors, ad vitam, je répète simplement parce qu'il n'y avait pas forcément tout le monde lors de l'introduction. Je rappelais que l'ADN, je pense, des militants que nous sommes, et j'espère des militants de gauche en général, c'est évidemment un attachement profond au pacifisme, à la paix entre les peuples. Alors, je ne connais pas l'opinion de tout le monde autour de cette table de Manem d'Antoine, mais par exemple, pour ma part, je ne remets absolument pas en cause l'existence de l'État d'Israël. Nous avons, la semaine dernière, discuté autour d'une solution à 2 États, de ce qu'elle impliquait et de comment cela pouvait être mis en place. Donc, tu peux retrouver ce débat sur notre chaîne YouTube si tu le désires. Mais je pense qu'il ne s'agit pas d'être pro un camp ou pro un autre, d'être simplement contre les crimes, d'être pour la paix de manière... voilà, c'est quand même intéressant. Mais effectivement, c'est pas forcément, on n'est pas dans un espace contre la colonisation. Et contre la colonisation, évidemment. D'ailleurs, contre toutes les colonisations. Toutes les colonisations. Quelles qu'elles soient, qui peuvent, de toute façon, ça ne peut jamais bien se passer quand il y a un peuple qui habite quelque part et qu'on lui dit, voilà, c'est pas vous qui gérez c'est pas vous qui vous gérez, c'est pas vos institutions qui décident de comment ça se passe, vous n'avez pas de souveraineté sur comment vous gérez votre territoire. Donc, de toute façon, il va falloir en finir avec cette situation. Comme disait, moi aussi, je cite De Villepin, parce que franchement, sa prise de parole, elle était... alors, pour le coup, j'ai plein de désaccords et tout ça sur ce que De Villepin a fait quand il était Premier ministre. Les autoroutes. Ça, par exemple, on pourrait en rajouter, mais sa déclaration, elle était haut niveau, et on aimerait avoir au moins 1 ou 2 dirigeants de droite qui tiennent ce type de position en ce moment. Et il avait dit notamment, attendez, quel est l'intérêt de l'État d'Israël? Est-ce que c'est que la situation actuelle continue avec je crois que sa formule, c'est un pullulement d'organisations terroristes, de zones grises et tout ça, ou est-ce que c'est d'avoir en face un État souverain avec une population qui vote, etc., avec des dirigeants, avec une armée qui maîtrise les frontières et tout ça. Et en fait, oui, c'est vers ça qu'il faudra aller pour obtenir la paix. Et tous ceux qui ont milité, qui ont agi avec acharnement pour ne pas aller vers cette solution-là, bah, ils ont une responsabilité dans aussi l'embrasement de la situation actuelle. C'est évident, et on entend beaucoup ça quand même dans le débat public israélien, surtout du côté de la gauche israélienne, qui disent voilà, c'est tout ce qu'ont fait les ministres d'extrême droite, etc. Ça a poussé à mettre en danger en fait notre sécurité nationale. Y compris, il y a eu des manifestations avec des centaines de milliers de personnes
il y a quelques mois à Tel Aviv contre Netanyahou et sa politique. Et là, très dernièrement, il y a eu aussi quelques centaines de personnes, notamment des familles de disparus, qui ont manifesté devant le ministère pour dire vous avez une responsabilité dans ce qui s'est passé et c'est de votre faute si aujourd'hui on est dans cette situation. Donc je pense que c'est important de rappeler la nature aujourd'hui du gouvernement israélien qui est un gouvernement d'extrême droite, qui a un projet politique et on l'a très bien vu, la manière dont ils ont qualifié sémantiquement le peuple palestinien d'animaux, etc. Il y a vraiment un projet colonial derrière et c'est important de le rappeler et de dire on ne peut pas soutenir un gouvernement d'extrême droite. Il y a des forces qui sont partisanes d'une paix entre le peuple juif et le peuple palestinien et qu'il est possible aujourd'hui de reconnaître au même titre que pour Israël un État palestinien. Je pense que sur Gaza, il n'y a pas eu d'élection depuis plus d'une dizaine d'années où les gens n'ont pas pu donner leur avis sur les gens qui les dirigent. Donc, à un moment donné, il y a des vraies questions démocratiques qui se posent et pas de solution politique, alors que les solutions politiques, on les connaît, elles existent, mais elles ne sont pas aujourd'hui mises sur la table, notamment par la France dans ce conflit-là. Ouais. Bah écoutez, pour continuer la discussion, j'ai une autre question à vous poser. Les USA ont dépêché donc 2 porte-avions dans la Méditerranée. Là, globalement, je ne sais pas si vous avez vraiment suivi l'actualité avec précision, mais les chefs de la diplomatie de nombreux pays, de pays européens, de pays du Golfe, de pays du Proche et du Moyen-Orient, font le tour des différents pays, sondent un petit peu les différentes positions des différents États. Et l'Iran, actuellement, menace Israël. Et donc, l'armée israélienne, comme on le sait aujourd'hui, se prépare à un assaut sur le sud de la bande de Gaza. Donc, la semaine dernière, on partageait un petit peu cette crainte de l'escalade et de ce qu'elle implique en termes de vie humaine, en termes de vie civile. Comment est-ce que vous voyez la situation ? Est-ce que pour vous, l'escalade est inévitable ou est-ce qu'il existe encore un chemin vers des négociations ? C'est en cours, en tout cas à l'ONU. Là, je regardais l'actu en direct tout à l'heure, et ce débat qu'on a là, ici, est aussi en cours à l'ONU en ce moment. Effectivement, assaut sur le nord de Gaza. Tout à fait, merci. Je sais pas, Manel, si t'as quelque chose à dire là-dessus. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Oui. Forcément, ça aura des conséquences sur l'ensemble du Moyen-Orient et on sait les positions de chaque État vis-à-vis de ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Et donc, du coup, forcément, chacun, comme l'a dit tout à l'heure Antoine, va jouer ses pions. L'Iran, l'Égypte qui entre aussi en campagne électorale, qui entre là. Il y a les élections, je crois, en novembre ou en décembre. Et donc, du coup, chacun a son petit pion à jouer là-dessus. L'idée, c'est aussi d'aujourd'hui de dire que l'aide humanitaire doit arriver à Gaza. Ouais. Sur l'escalade, alors bon, l'expression escalade, c'est toujours comment dire, c'est l'expression qu'on emploie quand on est au pied du mur à chaque fois. Et souvent, les différents acteurs politiques, les diplomates, ils disent attention, il faut éviter une escalade du conflit et tout ça. Et moi, je partage tout à fait ce mot d'ordre et cette urgence, c'est-à-dire que le plus souvent, la guerre, c'est quand même très très facile de la démarrer et ensuite, ça peut mettre des années à s'arrêter et les conséquences, c'est sur des dizaines d'années. Là, je sais pas combien de temps, une fois que ce conflit, en tout cas que cet épisode du conflit particulièrement terrible sera terminé, je sais pas sur combien de temps les conséquences vont continuer sur les vies des gens, sur le territoire, etc. Mais pareil en Ukraine. Je veux dire, mais par exemple en France, on retrouve encore si on se balade dans certains endroits, mais régulièrement, ils retrouvent des résidus de la guerre de 14. Des obus carrément. Par exemple. Donc
Enfin voilà, un conflit, ça se passe à l'instant T, nous on suit au jour le jour, mais ça a des conséquences extrêmement lourdes. Donc, je partage le fait qu'il faut éviter qu'il y ait un embrasement et tout ça. Mais le problème, c'est qu'on voit bien que bon, pas d'escalade, ok, tout ça, mais on voit bien que tout ça, ça se passe dans un contexte mondial. Mmh. Enfin, en tout cas, ce conflit, il porte sur, il est lié à la colonisation croissante de territoires palestiniens, mais on voit bien qu'il y a l'Iran aussi dans le paysage. L'Iran qui est en conflit avec un ensemble d'autres. On voit bien qu'il y a aussi un certain nombre d'États du Golfe qui sont aussi des acteurs, de tout ça. On voit qu'il y a la Syrie, dans laquelle il y a eu là aussi des massacres il y a une dizaine d'années d'une ampleur complètement inouïe. Et sur le territoire, il y a à peu près toutes les grandes puissances en tout cas au moins les Russes, les Américains, qui sont encore sur place. Donc en fait, on voit bien que l'appel à ce qu'il n'y ait pas d'escalade a quand même des limites, étant donné qu'on est dans une situation où les tensions montent de plus en plus, mais même au plan mondial. Ouais. Entre les États-Unis et la Chine, et du coup, autant je pense que donc il faut une action pour éviter l'embrasement et tout ça, mais il faut aussi bien réfléchir aux causes de tout ça, enfin aux causes économiques profondes. Et pour analyser la question de la guerre, les marxistes ont quand même fourni un concept qui est extrêmement utile, qui est le concept d'impérialisme. C'est-à-dire que les États vont rentrer en choc violent les uns avec les autres parce que parvenus à un certain stade de leur développement, ils vont aller exporter leur capital vers d'autres pays de manière agressive. Donc en poussant d'autres pays, en allant investir dans d'autres pays, en poussant les autres pays à s'endetter jusqu'à finalement presque posséder d'autres États. C'est un phénomène presque de colonisation économique. Bon, et quand il y a différentes puissances qui débordent trop du cadre de leurs frontières, il y a un moment où elles rentrent en affrontement violent. Donc, il faut voir quand même, je dis pas ça, il faut voir très directement la main du capitalisme dans, dans tout ce qui est en train de se passer. Et pour qu'effectivement les choses ne s'embrassent pas, il faut songer à sortir du capitalisme. En tout cas, il faut songer à trouver très rapidement d'autres modes modèles d'organisation. économiques. Parce que sinon, le conflit auquel on assiste en ce moment, c'est un nouvel épisode, donc quand même une très grosse guerre qui s'annonce. Et c'est le deuxième front. Il y a eu l'Ukraine. Ah oui, il faut pas l'oublier. Il y a ce qui se passe aussi du côté de Taïwan. Enfin, voilà. Peut-être que je suis sorti un petit peu du sujet, mais je pense qu'il faut élargir un peu la focale parfois pour comprendre ce qui est en train de se jouer. Parler d'impérialisme et rappeler les contextes, les concepts marxistes, ce n'est jamais sortir du sujet, bien sûr, Antoine. On est au cœur du sujet, j'en suis sûr. Salut Raccoon Twitch qui, pour la première fois, poste un message dans le chat. Salut à toi. Alors, ce conflit armé semble donc tendre vers une escalade, impérialiste en tout cas, au Moyen et au Proche-Orient. Et donc, ça a aussi des conséquences directes en France, dans notre politique intérieure, bien franchouillarde, bien de chez nous. Donc, juste petite parenthèse, parce que ça a été rappelé dans un article de Nos Révolutions, puisque personnes qui nous rejoignent sur le chat, nous sommes aussi, cette émission est aussi une émanation d'un média qui s'appelle Nos Révolutions, nosrévolutions.fr, dans lequel nous publions des articles sur l'actualité politique et des articles aussi qui tentent d'approfondir un certain nombre de concepts et qui concernent également la politique internationale. Donc, nous avons rappelé dans l'un de nos articles qu'il y a 13 de nos compatriotes qui ont perdu la vie a priori dans l'attaque du Hamas et que 17 sont portés disparus et on ne sait pas trop, probablement pris en otage pour un certain nombre d'entre eux. Donc les événements en cours sont aussi évidemment des événements qui présentent un enjeu national. Donc, dans de nombreuses villes en France, il y a des initiatives qui ont été lancées afin de montrer une solidarité avec le peuple palestinien coincé sous les bombes dans la bande de Gaza
Et souvent, il y a une revendication du chemin de la paix avec une reconnaissance des droits des Palestiniens et donc une solution à 2 États, on en parlait la semaine dernière. Or, ces manifestations, elles ont été interdites par les préfectures. Et donc, avec nos révolutions, on a fait une petite analyse et les personnes que vous connaissez ont produit ce petit visuel qui nous montre une carte des États européens. Alors, ceux des États dont on avait les informations au moment où on a produit ce visuel, bien sûr, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont grisés, ceux qui ont interdit donc les manifestations, qui sont en rouge, et ceux qui les ont autorisés, qui sont en bleu. Donc on voit que la France et l'Allemagne sont les 2 seuls États à avoir interdit ces manifestations. Donc ma question, elle est simple pour vous. Qu'est-ce qui explique que la France interdise ces manifestations là où c'est quelque chose de tout à fait autorisé dans les autres pays? Vas-y, Manel. Allez, j'y vais. Bon, déjà, c'est pas la première fois que les manifestations palestiniennes sont interdites. Il me semble qu'à la sortie du Covid en 2021, il y avait eu aussi de gros événements de conflits à Gaza et que le gouvernement avait interdit la tenue d'un certain nombre de rassemblements. Donc bon, c'est pas la première fois, mais si c'était plutôt tenu. Là, comme je l'ai rappelé tout à l'heure au début de l'émission, c'est qu'on a eu une importation du débat qui a été assez violente, notamment des mots qui ont été imposés par l'extrême droite et la droite française pour disqualifier tout discours d'analyse sur ce qui venait de se passer. Donc l'interdiction de reparler du contexte colonial, etc., sans quoi on était accusé de soutenir les actions terroristes du Hamas. Et d'ailleurs, Darmanin il ne dit pas interdire les manifestations pro-Palestine, il dit interdire les manifestations pro-Hamas. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui en conférence. Donc, à partir du moment où on pose la question de la colonisation et on pose la question du droit du peuple palestinien à tout simplement d'avoir le droit de vivre et de ne pas mourir sous les bombes, parce que c'est aussi des civils aujourd'hui qui meurent, c'est que des civils qui meurent aujourd'hui à Gaza. Donc à partir du moment où on veut aussi affirmer cette solidarité, il y a une criminalisation de la solidarité envers le peuple palestinien, et ça s'inscrit dans un jeu politique français qui vise aussi à disqualifier toute une partie de la gauche qui veut poser la question aujourd'hui d'une solution de paix dans cette partie du monde. Ouais, tu le vois de la même manière, Antoine? Oui, moi je pense que ça s'inscrit dans une dérive autoritaire qui est quand même Qui est un peu franco-française alors. maintenant une dérive autoritaire française, parce que on le voit, il y a un certain, la carte que tu montrais tout à l'heure, on voit qu'il y a un certain nombre de pays qui ont eu à peu près les mêmes mots, la même position que la France par rapport aux crimes du Hamas, etc., qui sont sur le plan géopolitique à peu près dans la même position, mais qui disent, voilà, vous pouvez. Et à Londres, on a vu des manifestations très importantes pour la Palestine. Il y avait la police qui était très présente, qui a dit visiblement, si on voit des slogans, des pancartes de soutien au Hamas, les gens vont être arrêtés, poursuivis, etc. S'il s'agit de la solidarité avec la Palestine, la manifestation est autorisée. Et c'était le cas dans tous les pays qui sont en bleu sur la carte. Mais en France, c'est pas le cas. Donc, ça veut bien dire que le sujet c'est pas uniquement la position diplomatique de tel ou tel pays, c'est aussi à quel point ces États sont tolérants avec la liberté d'expression, la liberté d'opinion, je veux dire, dans leur pays. Et en France, on est quand même la pointe avancée de la dérive où on ne peut pas manifester. Voilà. Oui, on a l'air d'être, en Et tout c'est cas quand ces même derniers temps. extrêmement dangereux. Ouais. C'est quand même extrêmement dangereux. Et les gens ont manifesté quand même, d'ailleurs, dans la plupart des villes, même à Paris, je veux dire, à quelques centaines de mètres du bureau de Darmanin, qui a voulu faire, encore une fois, montrer les muscles, ou je sais pas, c'est une nouvelle marche pour son destin
éventuellement présidentielle, ce qui est particulièrement pitoyable, parce que voilà des gens, on parlera peut-être du reste de la classe politique, mais il y a un certain nombre de gens quand même qui veulent profiter. Je veux dire, le sang n'a même pas encore séché. Il y a des gens qui sont otages, on ne sait pas dans quelle situation ils sont. Il y a une situation dramatique. Et en fait, la seule chose à laquelle ils pensent, c'est ah bah voilà, comment je vais pouvoir marquer le bon point à cette occasion. Et moi, je pense que c'est ce que Darmanin a voulu faire en disant on interdit, bon, avec évidemment l'appui de Borne, de Macron, en interdisant ces manifestations. Mais moi, je trouve ça très dangereux. Et moi, je refuse de m'habituer à cette idée. Ah ben, en fait, il y aurait des circonstances complètement exceptionnelles qui feraient qu'on manifesterait pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah bah oui, non, aujourd'hui, il y a eu un truc très grave, donc on peut pas manifester et tout ça. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que on doit pouvoir manifester tout le temps. Voilà. Évidemment, il peut y avoir des circonstances vraiment exceptionnelles dans lequel de risques, etc., dans lequel on dit telle ou telle manifestation ne peut pas avoir lieu, ou pas comme ça, ou pas avec ce parcours-là, par exemple. Ça, tous ceux qui ont déjà organisé des manifs, les syndicats le savent très bien. C'est une discussion, un rapport de force avec les préfectures. Mais là, en plus, c'est non, toute manifestation de soutien à la Palestine, c'est non. Je ne sais pas si on a déjà vu ça avec ce degré de généralité. Et le Conseil d'État va se prononcer mardi sur cette question, puisqu'il a été saisi par des associations. Ouais. Et donc j'espère que le Conseil d'État va envoyer bouler cette décision du ministère de l'Intérieur et dire qu'on peut manifester. Et voilà, Minerva, c'est aussi malheureusement une chronique de la dérive française autoritaire de ces dernières années, puisque ces derniers mois, nous n'avons eu de cesse que de observer, presque impuissants, toutes ces dérives. Donc c'est quand même quelque chose d'assez terrible dont il s'agirait qu'on s'en saisisse très sérieusement collectivement. Bon, moi j'avais une deuxième vidéo à vous montrer qui a un peu mal vieilli, on va pas se mentir, à date de la semaine dernière. Tiens, inconditionnel. Ouais, c'était très court, mais pour vous résumer l'intervention de la présidente de l'Assemblée nationale, elle affirmait son soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que, mais même pour tout sujet, hein, est-ce que avoir un soutien inconditionnel, c'est une bonne idée? Bah non, puisqu'on voit la situation dans laquelle on est aujourd'hui sur la question, sur ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que ça a ouvert la voie à Netanyahou pour qu'il puisse agir en toute impunité avec le soutien de dirigeants internationaux qui lui apportent son soutien et qui, voilà, il peut aujourd'hui dérouler son plan, déporter des milliers de personnes voilà, de la bande de Gaza, grâce aussi à ce soutien international qui n'a pas posé immédiatement la question du cessez-le-feu et de la solution de paix dès le début. Donc je pense que voilà, on peut, il fallait condamner l'attaque du Hamas, mais dire là aujourd'hui, on ne peut pas empirer la situation. Il faut respecter le droit international et trouver une solution politique à la situation, sachant que les différents experts sur la région alertaient déjà sur la potentialité d'une attaque du Hamas quelques semaines avant, et que Netanyahou avait décidé de ne pas pas prendre compte de ces alertes. Et donc, du coup, C'était les services secrets égyptiens, je crois. C'est ça, qui lui avait donné certaines infos. Et donc, du coup, c'est quand même un gouvernement d'extrême droite et on ne peut pas soutenir inconditionnellement un État qui pratique la colonisation et l'apartheid sur son territoire. Et complètement, moi ce que je voulais interroger aussi, voilà, c'est cette notion même d'inconditionnalité. C'est complètement... désolé, mais l'inconditionnalité, c'est toujours débile. À aucun moment, un soutien inconditionnel est une bonne idée. Pour faire des comparaisons complètement débiles. Mais par exemple, même dans un couple, par exemple, il n'y a pas d'amour inconditionnel. C'est pas
un peu comparaison bizarre, mais il y a pas d'amour inconditionnel. L'amour, il est toujours conditionnel. Il faut se sentir respecté, il faut se sentir aimé. Là, c'était dans un couple. Mais dans les relations internationales, en fait, ça n'existe pas, un soutien inconditionnel. C'est absurde. Sinon, on pourrait faire tout et n'importe quoi. Mais en fait, c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a eu mélange des registres parce que de fait l'actualité les conjuguait. C'est-à-dire que le fait de dire soutien inconditionnel par rapport à soutien, affection, etc., par rapport au fait qu'il y a eu, on en est maintenant à 1400, je crois, citoyens israéliens. Dedans, il y a des militaires, de manière écrasante, c'est des civils, je crois, qui ont été assassinés, certains dans des conditions, la plupart, je veux dire, c'est ignoble, et donc, effectivement, soutien inconditionnel face à ces meurtres. Mais par contre, effectivement, comme tu le dis, d'où est-ce que la France soutiendrait de manière inconditionnelle tel ou tel État par rapport à sa politique et par rapport à ses actions armées? Genre, en plus, chaque État est responsable de son armée, et de ce qui, donc c'est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, un certain nombre de responsables d'autres pays, leur discours a changé en fait dans la semaine. Parce qu'au début, ils ont dit Israël a le droit de se défendre, ils ont le droit d'utiliser tous les moyens, etc. Il y a même des responsables politiques qui ont dit oui, ils ont le droit de leur couper l'eau et l'électricité, c'est dans leur droit, ce qui est quand même assez délirant. Et après, dans la semaine, il y a eu là des prises de parole, aussi sous pression de l'ONU et d'autres, pour dire bon, ils ont le droit de se défendre, de riposter, en respectant, en touchant le moins possible les civils. Donc je pense que ça a été une grosse erreur, oui, de mélanger les registres. Évidemment, ça a tous ces morts, le soutien, l'émotion, etc., elle est inconditionnelle. Et rien ne justifie de tuer ces 1400 personnes. Rien ne justifie non plus de tuer les 238 Palestiniens qui avaient été tués depuis le début de l'année. Et dont personne, pratiquement, à part ceux qui s'intéressent vraiment au sujet, n'a entendu parler. Et par rapport à d'autres réactions, comme celle de la Chine, en l'occurrence, qui est sans doute pas dénuée d'arrière-pensée, de tout ce qu'on veut. On parle d'États qui ont chacun leurs intérêts, mais les réactions occidentales du bloc atlantique, de l'OTAN, tout ça, ont été quand même vraiment très partiales et partielles. Quand on regarde plein d'autres pays du monde qui ont été aux côtés d'Israël par rapport aux personnes qui ont été tuées, mais qui ont aussi tout de suite dit attention, le fait d'avoir été victime de massacres n'autorise pas à en commettre en retour. D'autant plus que ça va continuer un engrenage qui n'a pas de fin. Tu es très sur la ligne de Villepin ce soir, Antoine, puisque c'est exactement... Enfin, non, sur ce sujet évidemment précis, puisque c'est en substance qu'il avait déclaré donc sur France Inter. Mais ça me gêne pas, hein, parce que ça me gêne pas sur ce sujet, parce que je l'ai écouté et franchement... Alors c'est peut-être parce qu'il a plus de responsabilité. Peut-être s'il était Premier ministre aujourd'hui, il dirait pas du tout ça. Mais en tout cas, j'étais totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Voilà, il y a aussi une autre conséquence, évidemment, de ce conflit, une autre conséquence sur notre politique intérieure, c'est que la France insoumise, et notamment Mélenchon, qui subit le plus d'attaques, notamment un déferlement médiatique qui, pour moi, est juste indéniable. Alors, on a vu un déferlement de haine dans l'espace médiatique sur l'espace politique de la France insoumise, qui est assez extraordinaire. Je rappelle, pour nos viewers, on n'est pas des militants de la France insoumise, donc il ne s'agit pas ici... de défendre Becquerel Mélenchon, mais juste d'essayer de ramener un petit peu de raison, puisqu'il y a même Enrico Macias qui, moi, à titre personnel, j'ai énormément de respect pour ce monsieur, j'aime bien sa musique, voilà, je vous le partage, mais qui a eu une réaction extrêmement sidérante sur CNews, puisqu'il a plus ou moins appelé à dégommer les militants de l'AFI, et même sous les insistances de Pascal Praud, qui essayait de lui faire dire qu'il devait pas, enfin, de lui faire comprendre qu'il devait évidemment pas dire ça publiquement. Il a persisté et signé, donc on sent évidemment que c'est une question extrêmement sensible, mais moi je voulais vous remettre, on l'avait déjà mis la semaine dernière,
Mais je voulais absolument vous le remettre parce que je pense que c'est essentiel de voir juste la déclaration, donc sous forme de tweet en l'occurrence, qui a déclenché cette réaction, qui est quand même extraordinaire. Donc je vous la lis, puisque évidemment Minerva est aussi un podcast. Donc toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. Horrifiés, nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées, victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s'imposer, la France doit y travailler de toutes ses forces politiques et diplomatiques. Les peuples palestiniens et israéliens doivent pouvoir vivre côte à côte, en paix et en sécurité. La solution existe, celle des deux États, conformément aux résolutions de l'ONU. Donc, la question que j'avais forcément envie de vous poser, c'est que tout semble indiquer que nous sommes dans un moment de notre vie commune, de notre société, où toutes les sensibilités sont complètement exacerbées. Est-ce que ça va pas trop loin? Est-ce que on n'est pas sur quelque chose de complètement disproportionné, ou comme dirait Daniel Raz, faut doser? Vas-y, Manel, peut-être tu veux répondre. Pardon. Non, mais c'est ce que je dis depuis le début, c'est qu'il y a un débat complètement irrationnel enfin complètement déformé en plus des positions, voilà, d'une position de Jean-Luc Mélenchon que je partage totalement et que voilà, enfin c'est une déclaration que je trouve à titre personnel juste. Voilà, voilà, il affirme son inquiétude de la situation, l'horreur qu'elle inflige à tout le monde et la nécessité aujourd'hui d'imposer, voilà, enfin de partout porter en tout cas une parole d'une paix durable entre Palestiniens et Israéliens. Je ne comprends pas voilà, le procès qui lui est fait après ce tweet. Toi, Antoine, tu trouves ça disproportionné ou ça va? De quoi Non, la tweet, réaction la globale, réaction? le tweet étant ce qu'il est, mais plutôt la réaction globale, là, qu'on a un petit peu subi cette semaine, de déferlement de haine contre simplement des gens qui appelaient à la paix, quoi. Oui, oui, non, mais de toute façon, à l'horreur de tout ce qui se passait, s'est ajouté une, une espèce de guérilla, de pilonnage médiatique comme j'en ai rarement vu. Et c'est ce qui s'est passé dans les médias en France est inexplicable et inexcusable, puisque dans le débat public israélien, c'est-à-dire dans l'État qui a été touché dans sa chair par ces massacres, le débat, on a pu lire dans un certain nombre alors plutôt des journaux de gauche, plutôt des voix critiques envers le gouvernement, etc. On a pu lire des propos beaucoup plus libres qu'il n'y a eu globalement sur les chaînes de télé, dans les médias français. Donc ça, c'est complètement délirant. Et donc du coup, je me pose la question pourquoi? J'espère que ça n'est pas, là encore, utiliser une situation terrible au Proche-Orient pour avancer des pions dans des stratégies politiciennes en France. Ouais, mais Parce on dirait que ça y que ressemble quand même. bah, si c'est ça, c'est complètement dégoûtant. Ça veut dire que ces gens, et quand je dis ces gens, je parle y compris de tout un petit monde médiatique qui est complètement, comment dire, qui confond les plateaux télé avec une fausse d'aisance en sortant tout ce qui leur passe par la tête. On peut faire n'importe quoi. Donc, Pascal Pro, on le voit sur la vidéo avec Enrico Macias où il disait attention, ne dites pas ça. Mais enfin, lui, il a fait 10 fois pire. Donc, je veux dire, c'est une ambiance globale qui, là, s'est manifestée à l'occasion de la guerre au Proche-Orient, mais il y a un bruit de fond sur tous les sujets où le monde médiatique, sur fond de rachat par certains magnats de la presse comme Bolloré, essaie d'installer une petite ambiance d'extrême droite et de guerre généralisée partout, quoi. On Donc, peut dire fascisante, on a le droit. oui, oui, enfin, j'ai pas de qualificatif
Préféré. favoris ou interdits, mais oui, d'extrême droite. Enfin, une ambiance vraiment très pesante, quoi. Ah oui. Et puisque c'est vraiment le stream voilà, le plus déprimant, puisqu'on a vraiment vécu une semaine infernale, il faut évidemment parler de Dominique Bernard, donc un professeur de français, qui a été assassiné vendredi, avec voilà, il y a 3 autres personnes qui ont été blessées dans une terrible attaque au couteau, manifestement par un terroriste issu de la branche salafiste. Et on se souvient évidemment de Samuel Paty, qui lui aussi avait été tué dans un acte de pure barbarie en 2020. Alors, c'est un petit peu bizarre, moi je me le dois de l'évoquer, mais le gouvernement sous-entend, mais on ne sait pas trop pour l'instant, donc on ne va pas s'avancer là-dessus, qu'il y aurait un lien avec les événements au Proche-Orient, mais même si ça n'a pas l'air d'être encore une piste tout à fait confirmée. Bon, en tout cas, moi, la question qui me vient à l'esprit d'abord, que j'ai envie de vous poser sur ce sujet, encore une fois, assez terrible, c'est pourquoi s'attaquer à une école? Pourquoi s'attaquer à des enseignants? Je sais pas, Manel, est-ce que tu as un avis là-dessus? Bah, évidemment, c'est bon, ces événements-là, ils sont terribles et ils ravivent voilà, des plaies encore ouvertes de ce qui s'est passé il y a 2 ans et de tous les attentats terroristes qui ont pu avoir lieu en France. Et forcément, voilà, ça ravive toujours des plaies qui sont encore vives. C'est pas anodin que ce soit le corps enseignant qui soit attaqué, qui est voilà, un espace aussi où on délivre le savoir, où on éduque les enfants, où voilà, aussi la communauté éducative est extrêmement attaquée de toutes parts, d'abord très précarisée aussi par un gouvernement qui les méprise de plus en plus, et aussi voilà, qui sont aussi confrontés à toute la misère du monde, à la détresse sociale, à la violence sociale, et qui doivent aujourd'hui gérer dans leur classe, dans leurs espaces, voilà, toutes ces fractures sociales. Et c'est très dur face à ce type d'événement de rationaliser ce qui est en train de se passer, mais on connaît les raisons qui favorisent le terrorisme en France, le terreau sur lesquels ils naissent, les fractures sociales sur lesquelles voilà, elles naissent, et forcément la question de l'école, elle est centrale, et je pense que voilà, c'est pas anodin qu'on s'attaque encore une fois à des enseignants qui sont voilà, ce lien entre voilà, la société, enfin comment est-ce qu'on apprend à faire société, dans quel cadre on apprend à faire société, dans quel cadre on apprend à débattre, voilà, à se forger se des respecter, opinions. ouais. Et à se respecter. Et je pense que voilà, c'est pas anodin en termes de symbolique de s'attaquer à une école, à des enseignants devant de très jeunes enfants. Et ça montre aussi voilà, le rôle central que peut avoir l'école dans une société. Et voilà, enfin, aujourd'hui, nos pensées ne peuvent aller qu'à la communauté éducative qui est encore une fois touchée directement par les attentats terroristes. Et de manière un peu plus personnelle, même si ça vaut pas grand-chose, parce qu'on est des inconnus sur Internet, mais aussi évidemment la famille et aux proches de ce professeur, hein, évidemment. Toi, est-ce que toi, ça te suscite une réflexion? Est-ce que pour toi, l'école, c'est un lieu hautement symbolique? À la fois, c'est compliqué parce qu'il construit quelque part les inégalités, mais c'est aussi le dernier rempart contre les inégalités, véritablement. De fait, visiblement, l'assassin, enfin, ça, on va voir, l'enquête va dire peut-être, va apporter des éléments là-dessus, mais il semble qu'il était quand même inspiré par l'assassinat de Samuel Paty, puisque Ah oui, d'accord. c'était aussi à quelques jours, je sais pas, mais tout le monde dit que comme c'était quelques jours avant, c'était quoi, 3 jours avant, donc c'était peut-être une manière de rééditer l'acte, et que c'est pour ça qu'il s'était attaqué à l'école. En plus, c'était l'école dans laquelle l'assassin Scolarisé, avait je été, il me crois, oui, il semble. avait été scolarisé. Je crois aussi, mais... C'est l'établissement dans lequel il était. Donc, oui, difficile d'en dire plus pour l'instant sur cette question-là. Mais comment? Et en tout cas, visiblement, il aurait eu un slogan islamiste au moment où il a commis l'acte.
Et donc, de ce point de vue, oui, ça place l'école. Et en plus, il a dit qu'il cherchait un prof d'histoire. Or, les profs d'histoire, ce sont ceux. Alors, il y a des commentateurs qui ont dit oui, les profs d'histoire, c'est ceux qui font l'enseignement moral et civique. Mais c'est aussi ceux qui, de fait, traitent les questions civilisationnelles, qui parlent de Ah oui, oui. religion, etc. Donc, est-ce que c'est lié à ça? Peut-être. Et il y a. Ah, je crois que nous avons perdu l'audio d'Antoine. C'est possible. Bah, en attendant, puisque Antoine va revenir bien sûr, il va finir son propos. Moi, je voulais dire aussi sur cette question que j'espère sincèrement que le gouvernement va pas nous faire le même coup qui était ignoble du fonds Marianne. Vous savez, qui avait été fondé après l'assassinat de Samuel Paty et qui visait à faire que ça n'arrive plus, et dont on a découvert effectivement que dans Mediapart, que notamment Marlène Schiappa, qui en avait la charge, l'avait plus ou moins distribué de manière assez libéralement, on va dire, sans vrai véritable contrôle sur l'utilisation de ces fonds, à des associations qui finalement n'en faisaient rien ou pas grand-chose, et qui leur ont permis d'obtenir des financements grâce à ça. Et ça, j'espère sincèrement que ça n'arrivera plus jamais, parce que c'est un scandale absolu d'utiliser un drame pareil pour que cet argent aille un petit peu à droite, à gauche, on sait pas trop pourquoi, pour qui. Voilà, ça, espérons évidemment que ça n'arrive plus jamais. Alors, je vais normalement réussir à nous remettre Antoine. Antoine, tu es de retour. Ouais, vous me voyez là, c'est bon? Ouais, c'est bon, t'es là. Zim Faouz Vas nous dit Darmanin a déjà en train de sous-entendre qu'avec sa loi immigration, ce serait peut-être pas arrivé. Voilà, et que c'est indécent. Alors évidemment, je crois qu'on l'a déjà un petit peu sous-entendu dans ce stream, mais peut-être je vais le dire plus clairement. Dans Minerva, on en a souvent discuté. On pense que Darmanin a des velléités personnelles qui lui font dire tout et n'importe quoi, quitte à exacerber la haine entre les communautés, et que c'est une personnalité aujourd'hui politique qui est un aventurier en fait, et qui joue pour sa carrière, et ça vraiment faut le dénoncer. En tout cas, moi je ne veux pas de responsable politique de cet acabit. Mais vas-y Antoine, tu étais en train de nous parler, je sais pas si tu veux terminer ton propos. Oui, avec l'interruption, je sais plus ce que je disais. Si, je disais que, juste pour terminer sur la question de l'école, il est évident qu'il y a un problème comment dire, tous les fanatiques et les obscurantistes religieux en l'occurrence, ont un problème avec le fait qu'il y a un espace dans lequel toutes les opinions puissent être mises en discussion. Et je pense que c'est important de conserver ça, non seulement dans les écoles, dans les établissements scolaires. Moi, j'étais toujours, je milite depuis que je suis au lycée. Quand je discute avec des lycéens aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de mal à faire valoir des opinions, des discussions politiques dans leur établissement. Ouais. Donc, au-delà de ce fait de terrorisme, qui est évidemment le plus, comment dire, le plus ignoble, où il y a quelqu'un a été assassiné, mais de manière générale, je pense que pour aucune raison, il faut laisser s'installer l'idée que non, on ne peut pas débattre, il y a des opinions, c'est comme ça. Et c'est pour ça que toutes les attaques qu'il y a eu aussi par rapport à l'AFI et par rapport à d'autres sont graves. Parce qu'en fait, de plus en plus, sujet par sujet, ça n'a rien à voir avec le terrorisme, mais ça a à voir avec Je le vois ce que tu fait veux dire. Ouais. d'empêcher de mettre en discussion tranquillement, sans que les gens qui expriment des opinions, dès lors que ce n'est pas de l'appel à la haine, etc., Oui. puissent ne pas craindre pour eux, quoi. Et ça, c'est un sujet sur lequel il ne faut, à mon avis en tout cas, il faut rien lâcher. C'était juste ce que je voulais dire sur l'école, et j'ai entendu qu'après vous parliez des tentatives de récupération dégoûtantes, là aussi, de cet acte par Darmanin. Oui, en plus, il y a eu l'incrimination des associations de gauche qui, il y a 11 ans, avaient décidé de se mobiliser contre l'expulsion de la famille, comme si elles pouvaient deviner que 11 ans après, cet enfant de 9 ans allait devenir terroriste. Donc il y a toujours des formes de récupération, il y a toujours des récupérations politiques autour de drames horribles. Et je pense qu'il faut s'y opposer avec fermeté, et d'apporter aussi notre solidarité aux organisations qui sont accusées
de tout un tas de choses, mais c'est pas la première. Enfin, c'est un son de cloche qui sonne, enfin, depuis assez longtemps, au moins depuis la loi séparatisme, on sous-entend que les organisations de gauche soutiennent le terrorisme islamiste, etc. Donc voilà, il y a rien d'anodin dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est des discours politiques qui s'installent très tranquillement, voilà, depuis l'arrivée de Macron. La dissolution aussi d'associations. Là, on a parlé de la dissolution, enfin, on n'en a pas parlé, mais de la volonté aussi de dissoudre le NPA. Il y a eu la France Insoumise, il y a eu aussi des appels à dissolution. Donc on est quand même dans un moment où on criminalise aussi l'action de militants ou d'organisations de gauche. C'est même pas les actions, là, c'est simplement les propos. C'est ça qui est encore plus... En tout cas, il y a Oui, c'est ça. Donc là, maintenant, il n'y a plus besoin de justifier des actes, mais simplement, voilà, on prête des intentions à des gens et on dit, parce qu'on vous a prêté des intentions, alors on est en mesure, voilà, de dissoudre ou de disqualifier, voilà, une organisation politique, une association d'aide aux migrants. Là, en l'occurrence, voilà, il y avait la CIMAD, il y avait RESF, etc. Donc voilà, je pense que c'est important d'être extrêmement vigilant à ce qui est en train de se passer et de solidifier en tout cas nos solidarités face aux personnes qui sont attaquées dans la période actuelle. Mais je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, et c'est vrai qu'il y a une certaine crainte. Alors, voilà, c'est où est-ce qu'on met la limite, vous voyez, c'est ce fameux délit d'opinion qui est en train de revenir, et où est-ce qu'on met la ligne, quelle est la ligne rouge, mais effectivement, à partir du moment où c'est une partie, notamment de la part de Gérald Darmanin, mais pas seulement, de la droite et de l'extrême droite qui pose ce débat en disant, voilà ce que vous avez le droit de dire et pas dire, bah, évidemment, ça nous place dans un moment où toutes les opinions qui pourront être exprimées seront seulement celles qui sont plus ou moins validées par ces espaces politiques-là. Or, c'est pas du tout le signe d'une société et d'une démocratie qui va bien que de voir les opinions d'une grande partie de la population, parce que la gauche, c'est pas juste 3 hippies qui jouent du djembé dans une cave, hein, c'est quand même vraiment beaucoup de gens, c'est presque voilà, à peu près un tiers de la population française, donc on peut pas non plus discriminer cette population. On a aussi le droit à la parole. Beaucoup plus, parce que... Oui, voire beaucoup plus. Ouais. Même beaucoup plus, parce que malheureusement, tout le monde ne vote pas. C'est un des problèmes qu'on a. Mais en tout cas, la gauche et les forces populaires, oui, c'est pas une option politique, idéologique qui mérite d'être insultée comme elle l'est en ce moment. Voire avec des appels d'ailleurs à la dissolution, à l'interdiction. Pourquoi pas, hein, on repart comme en 40. Il y a eu des appels, il y a même eu des pétitions, je crois. Oui. Donc, c'est très préoccupant. Et en plus, ça n'aide pas, je veux dire, on a un problème de priorité. Si on considère, là il vient d'y avoir de nouveau un acte terroriste, tout le monde comprend et tout le monde, les spécialistes expliquent que c'est assez compliqué à empêcher. Enfin, en tout cas, c'est très... parce que c'est des gens qui vont se radicaliser en montrant assez peu de signes, etc. Ouais, en ligne et tout ça. Voilà, que l'arme, bon, on en trouve dans toutes les cuisines, et que même s'il y a eu beaucoup de mesures pour la sécurité des établissements et tout ça, en plus c'était un ancien élève, enfin, donc on comprend que c'est un problème qui est assez épineux à gérer quand même. Surtout quand il y a l'embrasement qu'il y a au Proche-Orient et tout ça. Mais du coup, au lieu d'essayer de mettre des solutions précises sur la table, d'avancer pour que la France ne soit plus endeuillée par ce type d'acte, en fait, là encore, ils en profitent pour faire autre chose. Mais c'est pas, je veux dire, ça ne répond pas à l'enjeu. Et si on veut s'attaquer au problème du terrorisme et en l'occurrence d'actes de terrorisme islamiste en France, c'est pas c'est pas en allant dissoudre je sais pas quelle association ou en faisant des déclarations martiales. C'est un sujet beaucoup plus épineux que ça. Et c'est un sujet diplomatique en premier lieu. Parce que là, il va falloir rediscuter, par exemple, des liens de la République française avec le Qatar, au lieu d'essayer de restreindre des libertés en France, par exemple. Je veux dire, si on veut discuter d'une politique
antiterroriste pour protéger, pour que ce genre d'acte n'arrive plus, ok, mais on y va vraiment, pas juste la pré-campagne de Darmanin ou de Ciotti ou je sais pas qui. Peut-être pour éclairer le débat, c'est Parce juste que ça, simplement c'est vraiment. pour les viewers et pour nos auditeurs peut-être futurs, parce qu'en fait la France vend des armes au Qatar. Voilà, c'est ça que faisait référence Antoine. Et à l'Arabie Saoudite. Et à l'Arabie Saoudite, dont on sait qu'ils ont des liens avec des organisations islamistes qui trompent probablement dans le terrorisme international. Donc c'est quand même très grave, et effectivement, on dirait, oui, au-delà des grandes déclarations choc, comme tu le dis Antoine, et des discours martiaux, des appels à des solutions ou que sais-je, il y a quand même une contradiction majeure dans le fait de vendre des armes voilà, à l'Arabie Saoudite ou au Qatar. Et je voulais juste rajouter un petit truc, s'il me reste Si, vas-y. Un peu de temps de parole. Non, c'est chez toi, Antoine. Non, mais juste dire que, bon, je fais aucune... j'en sais rien, en fait, donc je vais peut-être dire une bêtise et tout, mais l'assassin est d'origine tchétchène. Alors, il La est d'origine Tchétchénie, d'une république indépendante non reconnue, compliquée, qui est entre la Tchétchénie et la Russie, dont j'ai découvert l'existence en me renseignant sur le sujet. Parce que la Tchétchénie, au-delà de, je veux dire, dans ce pays, et ça avait fait l'actualité bien avant la guerre en Ukraine, quand il y avait eu quand les médias avaient mis en avant la persécution des homosexuels, c'était pour ça qu'on avait parlé de la Tchétchénie. En fait, je pense qu'il y a un sujet quand même sur ces actes de terrorisme qui sont liés à un certain nombre de pays qui ont été et de zones qui ont été complètement, je veux dire, délabrées, détruites, etc. Parce qu'il y a eu la guerre là-bas. Et donc, en fait, je me dis, mais à chaque fois, quand on voit ce qui est en train de se passer à Gaza, ce qui s'est passé en Israël, etc., combien de monstres on est en train de fabriquer? C'est-à-dire que toute cette violence qui se déchaîne, je veux dire, les enfants qui sont en train de vivre ça, comment est-ce qu'on pense que ça peut bien se finir? Et du coup, effectivement, je trouve que comment dire? J'ai pas d'éléments, je veux dire, de lien de causalité forcément immédiat. Je n'ai pas d'études. C'était juste soumettre une réflexion à notre discussion là ce soir. C'est que quand même, on peut se questionner sur le fait de plus ça explose dans le monde, bah oui, plus la violence va engendrer de fait ce type d'acte. Et du coup, la responsabilité de la France, si la France voulait agir de manière positive là-dedans, est-ce que ça ne serait pas d'essayer d'enrayer cette spirale de la violence, d'essayer de stabiliser, d'offrir des perspectives aux populations pour assécher en fait des foyers de violence qui ne peuvent que engendrer de toute façon de l'horreur, quelle que soit la forme de cette horreur. Et aujourd'hui, elle a frappé, il y a quelques jours, elle a frappé la France. Mais y compris et là dans aussi, la il faut qu'on se questionne, et ça hein. demande une autre politique internationale. Sur d'autres formes d'attentats, ce sont des Français qui ont grandi en France et qui en viennent à l'acte terroriste, mais c'est aussi parce que le terrorisme se nourrit de violences autres, quoi. Et donc, du coup, oui, certes, ça vient de conflits ailleurs dans le monde, etc. Mais c'est aussi la violence qu'on produit ici même sur le territoire français, même si je pense que la question de la radicalisation est beaucoup plus complexe que le simple fait de vivre dans des endroits de violence, mais en tout cas d'en être amené à commettre des actes terroristes, ça s'explique aussi socialement, quoi. De toute façon, voilà, le terrorisme, en fait, quelque acte de violence naît de la violence. Ce que dit Antoine et ce que tu dis, Manel, c'est vrai que c'est un grand thème de la littérature, par exemple. D'ailleurs, Tolstoï, Guerre et paix, c'est quand même un petit peu ça. Et il y en a plein, des auteurs, y compris des scientifiques, je suppose que c'est étudié. Alors là, je vais pas m'avancer là-dessus, mais en tout cas, c'est un grand thème littéraire. C'est la grande roue de la violence, même un grand thème même de la peinture. C'est vraiment un grand classique. C'est qu'en fait, à partir du moment où on subit des violences, alors qu'elles soient d'ordre physique, qu'elles soient d'ordre symbolique, on a beaucoup plus de chances de les perpétuer. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Donc, moi, je me joins à vos appels, arrêtons les violences, quoi. Et en fait, on peut le faire, y compris, en tout cas, porter ce message politique. Ça peut faire un peu bisounours si on le dit comme ça, mais... moi, je suis un bisounours, voilà.
Arrêtons les. Non, mais c'est que, comment dire, plus dans le monde il y aura des peuples qui seront opprimés, qui seront soumis, je veux dire, dont les États seront dévastés, ça ne pourra que donner, ça ne pourra que nourrir de toute façon les désordres, ça ne pourra que nourrir, voilà. Et même l'État islamique, qui a été là, on est loin d'un acte terroriste individuel, etc. C'était vraiment une organisation qui se prétendait État, qui se prétendait en capacité de gérer des territoires et tout ça. Bah, elle est née aussi des cendres qui ont été laissées au Proche et Moyen-Orient, notamment par les diverses coalitions occidentales. En Donc, Afghanistan, les c'est talibans un. sont littéralement nés de l'intervention américaine, qui les a notamment armés à l'époque, pendant la guerre d'Afghanistan, guerre dont l'URSS était la porteuse. Bon. J'avais en fait, la question suivante, c'était le titre de ce live, c'est voilà, on vient de vivre une semaine absolument infernale, où le pire s'est réveillé, voilà. J'allais vous demander est-ce qu'il y a un moyen d'interpréter ça, un moyen de se calmer, d'améliorer la situation. Vous m'avez déjà répondu. C'est porter une politique de paix, une politique à la fois intérieure et internationale, qui favorise la concorde, qui reconnaît les différences et qui est capable de partager la richesse. Je crois que c'est essentiel. Bon, le live de la déprime se poursuit avec un autre sujet un petit peu passé sous les radars médiatiques, puisque le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a signé un arrêté prévoyant l'interdiction des distributions alimentaires, donc du 10 octobre au 10 novembre, dans un secteur délimité des 10e et 19e arrondissements, je crois, donc de Paris. Donc cette nouvelle interdiction va priver de repas de 200 à 500 bénéficiaires des distributions alimentaires quotidiennes. Et donc, les arguments qui ont été portés par la préfecture, c'est pour éviter les nuisances pour les riverains. Et la préfecture ose, en tout cas, faire le lien avec les trafics de drogue. Évidemment, l'objectif est aussi de préparer Paris pour les riches touristes qui vont venir pour les Jeux Olympiques de 2024. Cachez à mes yeux cette misère que je ne saurais voir. Alors, ma question est la suivante. Manel, je te la pose, tiens. Grand classique de la gauche, classe laborieuse, classe dangereuse. D'abord, la criminalisation de la solidarité, c'est vrai que c'est une actualité qui est passée sous silence avec tout ce qui s'est passé à l'échelle de l'actualité internationale. C'est complètement effrayant que dans la situation de précarité sociale, de nombre de personnes qui ont faim aujourd'hui en France, qui n'arrivent plus à manger, qui vivent dans des situations extrêmement précaires, se voient aujourd'hui privées d'aide alimentaire parce que une préfecture de police a décidé d'interdire tout simplement la solidarité. Et encore une fois, on est ici dans de la criminalisation d'actes de solidarité complètement banal, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est une distribution alimentaire, rien de... 135 € d'amende, hein, si vous faites choper dans ces voilà, zones en train de distribuer de la on nourriture. n'est pas sûr, on héberge un migrant chez soi et donc du coup on criminalise cette solidarité. On est vraiment simplement sur de la distribution alimentaire. Effectivement, c'est un imaginaire qui est connu et reconnu, classe laborieuse, classe dangereuse. Mais je pense que si aussi en face ils s'autorisent à mettre en place ce type de mesures, c'est que nous aussi de notre côté, on n'est pas en mesure de faire en sorte, d'affirmer des solidarités, d'être groupés et d'avancer aussi de manière conjointe sur la criminalisation de la solidarité. Voilà, ça pose aussi tout un tas de questions pour notre camp social qui se fait attaquer vraiment de tous les bouts par toutes ces actions, que ce soit là, sur la précarité alimentaire, sur la question des migrations, voilà, sur tout un tas de sujets où on n'arrive pas à faire bloc, où effectivement on est dans une marche autoritaire grandissante, où chaque jour les libertés publiques, les libertés d'association, les libertés de solidarité sont criminalisées dans ce pays. Et ce qui est encore le plus inquiétant, c'est qu'effectivement cette actualité n'a pas fait beaucoup de bruit, quoi. Toi, Antoine, classe laborieuse, classe dangereuse, c'est un truc qui te parle, toi? Je rigole, bien sûr.
Hem, En fait, oui, pour rebondir sur ce que disait Manel, il n'essaie même plus de faire semblant. Mmh. Parce que ce qu'on avait connu quand même ces dernières années, ou ces dernières décennies, c'était, l'État qui s'appuyait sur les associations de solidarité, qui leur déléguait peut-être, un certain nombre des missions que lui était censé, assurer ou remplir. Mais maintenant, bon, on voit bien que la crise a passé une nouvelle étape. Et il y a eu l'affaire des Restos du Cœur, dans un autre, domaine, il y a eu le problème financier des Restos du Cœur, où l'État a dit, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais Bernard Arnault a très généreusement, il s'est départi de quelques millions d'euros pour les aider. Donc on voit qu'en fait, à la fois les associations de solidarité n'arrivent plus à tenir par rapport à l'ampleur de la crise, et notamment par rapport à l'inflation et à tous les profiteurs de crise et profiteurs de guerre qui essaient de s'engraisser un petit peu plus, en voyant que les gens sont en difficulté, c'est le bon moment pour faire un peu plus d'argent en leur mettant la tête sous l'eau. Et de son côté, l'État bah, se dit, voilà, non seulement ils vont rien faire pour essayer de nourrir ces gens, pour peut-être trouver des solutions de logement, mais en plus ils essaient d'empêcher les gens qui essaient de faire leur boulot à leur place, quoi. Donc ça devient, voilà, c'est effectivement des nouveaux paliers qui sont franchis. Et ça a fait un petit peu de bruit quand même dans l'actualité. On va voir s'il y a des mobilisations autour de ça. Mais Espérons-le. il va falloir effectivement forcer forcer les pouvoirs publics à accepter ce type d'initiative. Parce que je crois qu'ils ont dit oui, mais de toute façon, les bénéficiaires peuvent aller un petit peu plus loin. Il y a un site internet où ils peuvent retrouver des lieux de distribution, mais les gens qui sont comme ça à la rue, ils vont pas aller regarder. S'ils vont aller tout simplement au plus près, c'est le bouche à oreille. C'est, ils sont totalement à côté de la plaque. Encore une fois, effectivement. Et en plus, voilà, je me permets aussi de rappeler que c'est aussi une défaillance majeure de l'État, que l'existence même des Restos du Cœur était définie par Coluche qui l'a fondé comme quelque chose étant un mal nécessaire et qui devait être extrêmement temporaire. C'est-à-dire que dans ce pays, il y a des gens qui meurent de faim, qui n'ont pas de toit à se mettre sur la tête, et c'est cette situation qui devrait être insupportable. Et on se rappelle aussi qu'en 2017, lors de la campagne, Emmanuel Macron avait promis qu'il n'y aurait plus aucun SDF en France d'ici la fin de son mandat. C'est encore une promesse complètement vaine qui nous a été faite. Et donc voilà, en tout cas, moi je suis en colère contre cette décision qui est vraiment juste injuste et indigne de ce pays. Et voilà, encore, encore quelque chose d'un petit peu déprimant, mais peut-être sur une note peut-être plus positive, je ne sais pas si peut-être vous avez trouvé ça positif. La première ministre Elisabeth Borne lance demain, donc lundi 16 octobre, une conférence sociale sur les bas salaires et la mise en place d'un haut conseil des rémunérations. Avec évidemment l'inflation et la stagnation des salaires qu'on subit tous et toutes, les travailleuses et les travailleurs pauvres explosent. Et la première ministre souhaite donc inciter, mais pas contraindre, les entreprises à augmenter les salaires. Est-ce que c'est une nouvelle porteuse d'espoir pour vous? C'est complètement dérisoire face à la situation dans laquelle on est. On attend beaucoup plus, en tout cas de la Première ministre, que des effets d'annonce tels qu'elle les fait. Surtout quand on sait qu'il y a la réforme RSA, Pôle emploi qui est en cours, qui va broyer des milliers de personnes qui vont se retrouver sans rien. Donc c'est profondément cynique cette position et ces effets d'annonce du gouvernement, et je pense que ça dupe plus personne ce type d'annonce écran, quoi. Donc, Ils pas essayent de porteur vendre d'espoir des pour miettes toi. aux gens et ça ne marche plus. Voilà, je suis évidemment un peu dans le sarcasme, hein, même si c'est pas très joli comme forme d'humour. Et toi, Antoine, voilà, Non, mais tu vois un ils nous font quelconque perdre truc notre ou... temps. Ouais, voilà. Ouais. Ils nous font perdre notre temps parce que on parle de bas salaire. Donc, je suppose que déjà, on va parler du SMIC. Bon,
Donc le SMIC, plutôt que d'expliquer qu'il faudrait une grande conférence, etc., pour commencer, Bruno Le Maire, il peut aller dans son bureau, il prend une feuille de papier, il marque l'augmentation du SMIC, il signe et c'est fait. Voilà. Donc je comprends pas pourquoi les rapports avec le patronat, et notamment le grand patronat, c'est la seule catégorie de la population en France qui n'est pas soumise à la loi. Tu veux dire Sur qu'on tous serait les dans un autres état sujets, je ne sais pas bourgeois? si vous avez vu. Comment? Tu veux dire qu'on serait dans un état bourgeois, par exemple? Je ne sais pas, j'irai pas jusque-là. Non, mais c'est la seule catégorie pour laquelle, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur toute l'actualité, le gouvernement est extrêmement ferme. Euh, non, il n'y aura pas de sur l'abaya, par exemple, non, l'État ne reculera pas. Et voilà, on dit à tous les fonctionnaires, bah, c'est comme ça. Il n'y a pas d'abaya ou de kimono ou de je sais pas quoi d'ailleurs. Et voilà, tous les fonctionnaires sont chargés de faire respecter ça. Et la force de la loi va s'abattre sur ceux qui ne respectent pas. Bon. Et en fait, le patronat, ça serait la seule catégorie de la population où on les entend dire non, non, il ne faudrait pas forcer parce que bah, c'est un paplard que Bruno Le Maire doit signer, c'est tout. Donc, tant qu'il ne l'aura pas signé, qu'on ne vienne pas nous emmerder avec la conférence de je ne sais pas quoi. Bon, et après, il faut augmenter évidemment tous les salaires, aussi ceux qui sont au-dessus du SMIC et tout ça. Mais ça, c'est censé suivre de manière assez logique. Parce que si on augmente le SMIC, de fait, ceux qui ont le salaire qui est au nouveau niveau du SMIC, de fait, il y a une nécessité d'augmenter tous les salaires. Donc voilà, on attend du gouvernement pour commencer, donc que Bruno signe son papier qu'il doit signer, et ensuite bah, de faire preuve de la fermeté républicaine qu'ils affichent face à des collégiennes qui ont décidé de mettre un kimono, bah, qu'ils l'appliquent plutôt face à des gens qui obligent leurs salariés à aller au resto du cœur. Ah, bah, voilà, c'est un peu la petite blague, puisque Bruno Le Maire, c'est son petit surnom hein, sur les internets mondiaux, c'est Bruno Demande. Parce que Bruno ne fait toujours que demander, il demande, mais on lui dit toujours non, enfin il demande quoi. C'est Bruno Demande, par exemple, Bruno Le Maire demande à Total Energy de prolonger le plafonnement des prix des carburants à 1,99 €. Patrick s'en moque. Voilà, donc il demande, c'est bien. Patrick, le président de Total Energy. Donc voilà, effectivement, il y a une classe sociale particulière dans ce pays auquel on ne peut que demander, mais on ne peut jamais les contraindre par la force de la loi. Bon. Mais en fait, c'est parce que tu l'as évoqué en disant État bourgeois, mais bon, évidemment, là, on rage par rapport à ce que fait ou ne fait pas le gouvernement. Mais je disais, Bruno a qu'à signer le papier. C'est pas dans l'idée qu'ils le fassent. Évidemment, on sait qu'ils ne vont jamais le faire. Mais en tout cas, pas au niveau qui permet de ne pas appauvrir les gens. Mais ça montre qu'en fait, bon, si on avait un gouvernement d'union populaire, un gouvernement qui a les intérêts populaires à cœur, bon, bah, ça serait finalement assez rapide et assez facile de changer toute une série de choses dans l'organisation économique du pays. C'est ça surtout ce à quoi ça doit nous faire penser cette conférence sociale. C'est qu'un gouvernement, au-delà de demander, a énormément de cartes en main pour améliorer la vie du plus grand nombre, s'il le souhaite. Eh oui, justement pour améliorer la vie du plus grand nombre, tu me donnes une transition parfaite. Théo, on t'entend pas très bien. Je sais pas si c'est moi. Je augmente un peu la sensibilité de mon micro dans ce cas. Oui, c'est mieux. Puisqu'on parlait d'un outil qui permettrait à la gauche de se rassembler, de pouvoir proposer des solutions à la fois ambitieuses sur le plan social, réduire les inégalités, mieux partager la richesse, et pourquoi pas relever le grand défi écologique qui est le nôtre en tant que civilisation, hein, tout de même, eh bien il y avait un truc, ça avait été inventé il n'y a pas si longtemps que ça pour les dernières législatives, c'était la NUPS, la nouvelle alliance écologiste et sociale. Mais voilà, on le disait tout à l'heure, parmi les conséquences directes du conflit
israélo-palestiniens, en l'occurrence, nouvel épisode sur la politique intérieure du pays, se font ressentir notamment au sein même de la gauche. Alors, on l'a vu un petit peu, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a Anne Hidalgo qui a exigé le retrait de la France insoumise de la NUPS suite aux propos qu'on a lus tout à l'heure de Jean-Luc Mélenchon, qui étaient des propos de paix, on va pas... faut dire les choses. Bref, le Conseil national du PCF s'est réuni aujourd'hui ou hier, je ne sais pas, mais en tout cas, l'info est sortie aujourd'hui. Il a sorti un communiqué dans lequel, alors, le communiqué est long, donc je vais vous en lire quelques extraits choisis. Il est temps d'ouvrir une nouvelle étape pour la gauche avec un nouveau type d'union. Il est temps de construire un rassemblement qui soit utile, respectueux de nos différences et de toutes les forces vives de notre société. Un nouveau front populaire qui porte les exigences du monde, du travail, pour battre la coalition présidentielle, les autres forces de droite et d'extrême droite. Alors, voilà, ça commence un petit peu à acter le départ du PCF de la NUPS avec l'appel à créer quelque chose, et on voit que ce qui est sous-entendu dans ce propos, c'est que le problème de la NUPS, finalement, c'est l'hégémonie de la France insoumise en son sein. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez, vous, en tant que militant de gauche ? Vas-y, Manel. Oui, non, moi je pense que voilà, ce communiqué ou cette résolution du Conseil national du PCF s'inscrit dans une séquence politique. Il me semble que le PS aussi devait voter ce week-end, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'il y a eu les attentats à Arras. Et donc du coup, bon, pour l'instant, le PCF est le seul à avoir sorti tout seul sa petite déclaration. Il me semble aussi que, juste en point d'info en plus, c'est que les députés communistes peuvent rester ou ne pas rester au sein de la NUPS. Donc ils ont encore la possibilité de le faire. Et encore une fois, on joue sur une question internationale importante qui est la question, liée au conflit israélo-palestinien, des questions d'hégémonie à gauche. Et je trouve ça vraiment... déjà, je trouve ça dégueulasse de jouer de cette situation pour fracturer encore plus le camp à gauche qui est déjà bien fracturé. On est déjà dans une situation qui n'est pas favorable pour notre camp ni pour le peuple de gauche qui aujourd'hui n'a plus 60 000 issus. Donc déjà, je pense qu'ils emporteront la responsabilité, une responsabilité lourde dans le fractionnement de la gauche. Si le PS va aussi sur cette situation, forcément, ça va recomposer les rapports de force à gauche. Mais voilà, je pense que c'est pas la première fois aussi dans l'histoire que la gauche se fracture sur les questions impérialistes et sur les questions de conflits internationaux. Donc il faudra prendre aussi le temps de l'analyse et de comprendre qui se situe où dans les séquences politiques qui arrivent. Yes. Et toi, qu'est-ce que tu as à en dire sur ce sujet, Antoine ? Problème de la gauche chez la France insoumise ? D'abord, je pense que ce communiqué que j'ai lu, et puis les débats en cours au PS aussi, je savais pas Manel, ce que tu me dis, tu me l'apprends, oui, moi aussi, qu'ils n'avaient pas voté à cause de l'attentat. En fait, moi, tous ces débats, ce que ça me fait dire, c'est il faut que les gens arrêtent de se présenter aux élections s'ils sont pas capables de comprendre ce que ça veut dire un mandat. Parce que ça fait maintenant des mois que tout le monde passe sur les plateaux télé en disant la NUP, est-ce qu'elle doit continuer, est-ce que machin. Mais attends, tous ces gens ont quand même signé un accord dans lequel ils ont dit qu'ils étaient d'accord sur X mesures. Alors, je sais plus, tout le monde se bataille sur le nombre de mesures, 630, 600, un peu plus de 600. Et en plus, dans ce programme, il y avait aussi marqué les points sur lesquels les forces de gauche n'étaient pas d'accord. Donc, c'était plutôt honnête au sens où on avait un peu la vérité des prix, des positions des uns et des autres. Et donc là, c'était il y a quoi? C'était il y a 1 an et demi. Et en fait, 1 an et demi après, il y a encore 3 ans et demi à batailler contre Macron, mais on dit que l'important, c'est d'envisager la suite. Mais à quel moment est-ce que les électeurs qui ont donné naissance à cette coalition et qui ont permis qu'elle soit représentée
à l'Assemblée nationale ont leur mot à dire, enfin moi c'est ça mon premier truc qui me choque profondément vis-à-vis du PCF, vis-à-vis du PS. J'ai été aussi choqué d'ailleurs sur des attitudes de parlementaires de l'AFI. En fait, voilà, moi ce qui me choque, c'est toutes ces attitudes qui dénotent un rapport de propriété personnelle à son mandat. Et je pense que si les gens se comportent comme ça, ils ne sont pas dignes de les détenir, en fait. Pourquoi pas des mandats de députés de gauche? Et moi, j'en ai marre vraiment de ce type d'attitude, quoi, qui nous font perdre un temps précieux. Ah ouais. Bah, je sais pas Après, si c'est à ça je que tu faisais référence, Antoine, parce que pour qu'on comprenne bien, est-ce que tu faisais référence à la comparaison qui avait été faite entre Fabien Roussel et Doriot, donc un collaborateur pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est ça ou pas? non, je faisais pas Par exemple, référence à ça en particulier, mais pour dire qu'il y a un je pense contexte que de ça forte tension, quoi, ouais. voilà. Non, mais ça fait partie de toute une série d'actes qui ont été posés par des parlementaires de la NUP Mmh. qui ne correspondent pas à ce qui leur a été demandé. En fait, l'électorat de gauche, parce que c'est marrant, il y a un espoir pendant l'élection, l'électorat, alors ok, on n'a pas été assez nombreux à voter pour la NUP, sinon on aurait gagné peut-être une cohabitation, mais il y a eu une dynamique et tout ça. Et en fait, dès lors que le peuple n'a plus la possibilité de s'exprimer, on retombe dans une espèce de morosité ambiante et, euh, et chacun poursuit ses buts personnels. Morosité qui est alimentée, là encore, par une guérilla journalistique intense. Parce que ça fait, oui, depuis le début de, des massacres du Hamas et de la riposte et des massacres de l'armée israélienne, vraiment, les journalistes étaient en train d'agresser tous les responsables de partis politiques de gauche pour leur dire quand est-ce que vous quittez la NUP. Mmh. Ça, c'est un fait nouveau. Enfin, on passe encore un nouveau cap dans le fait que le système médiatique se constitue presque en acteur politique autonome, quoi. Une sorte Où il d'arbitre. leur disait, enfin, je sais pas si vous avez vu les vidéos, Ouais, bien sûr, bien mais sûr. ils leur disent non, non, mais il faut aller au bout maintenant, allez-y, dites-le, dites que vous quittez la NUP. C'est complètement incroyable. J'ai jamais vu ça. Ce niveau de partialité assumé dans le discours journalistique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Non, je suis d'accord, et puis en fait, ça intervient dans un contexte, bah, comme vous l'avez dit, de forte tension, et honnêtement, moi, je suis pas le premier à jeter la pierre sur le Parti communiste en cette occurrence, parce qu'on a l'impression que ça allait arriver, que de toute façon, tout le monde s'insultait vraiment quotidiennement, y compris publiquement sur Twitter. Voilà, encore moi, j'ai été choqué profondément par cette comparaison entre un, un, un collabo de la Seconde Guerre mondiale et Fabien Roussel. Je veux dire, c'est n'importe quoi, c'est absurde. Et donc, on a l'impression qu'effectivement, toutes les velléités individuelles se sont réveillées, que l'espoir dans lequel nous, les électeurs, on a mis beaucoup, en tout cas moi, j'ai mis beaucoup d'espoir dans cette formation politique qui, à mon sens, en tout cas à ce moment de l'histoire, semblait absolument pertinent pour pouvoir conquérir le pouvoir et aussi, pas faire de tic-tac, mais donner de l'espoir aux gens. Donner de l'espoir de continuer de s'investir, d'aller, pourquoi pas dans les partis, dans les associations, aller dans les mouvements sociaux. Ça donnait de l'espoir qu'on était en capacité de changer. Et ce type de comportement individuel, comme tu l'as dit Antoine, effectivement, ça laisse un goût de sang dans la bouche. Parce que, oui, ils ont signé cet accord, quand même. C'est pas rien. Après, enfin, je sais pas si quelqu'un d'autre voulait. Si Manel ou. Si, vas-y Manel, hein, si tu veux. Non, vas-y, je réagirai peut-être à la fin encore là-dessus. Vas-y Antoine. Ouais, excusez-moi, parce que je vous entends pas toujours, je vous entends parfois en décalé, donc du coup, c'est pas évident. Oui, ce que je voulais dire, c'est que après, une fois qu'on a dit ça, sur le programme signé en commun, les engagements non tenus et tout ça, bon, déjà, il faut voir où ça va, cette déclaration, parce que, comme disait Manel, bon, dire la NUP est terminée, mais nos parlementaires continuent de participer à l'intergroupe, ou peuvent continuer de participer à l'intergroupe, déjà, c'est un peu bizarre.
Ensuite, la déclaration dit il faut tourner la page, mais il faut faire un autre rassemblement, mais sans dire vraiment avec qui. À part et sous-entendu un peu à un moment de dire il faut aller aussi avec les socialistes qui refusent d'entrer dans la NUPES. Je vois pas trop ce que ces gens apportent politiquement. Enfin, si je vois ce qu'ils apportent politiquement, ils apportent le centrisme. Et moi, ça m'intéresse pas particulièrement. Et je ne pense pas que ça apporte non plus d'ailleurs des électeurs, même si je pense qu'il faut dialoguer avec, y compris les socialistes anti-NUP et polémiquer avec eux, mais je pense que ça apporte plus de la confusion qu'autre chose auprès de la population que d'aller dans ces conditions avec ces gens-là. Donc bon, faut voir où tout ça nous mène, quoi. Est-ce que c'est vraiment est-ce que ça va aller au bout ou est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau pour profiter, comme tu disais, de la situation internationale, ce qui là aussi serait quand même très douteux. Et puis après, on ne pourra pas s'exonérer d'un débat sur le fond, au-delà de union, pas union. Quelles sont les raisons qui font division à gauche? Est-ce que c'est les questions internationales? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et avoir ce débat, pour que les gens puissent se positionner. Oui, je pense que c'est pas le seul débat, hein. Je pense que c'est le contexte qui favorise l'accélération d'une prise de décision là, en contexte, voilà, avec une résolution du Conseil national, etc. Mais je pense qu'il y a tout un tas de questions sur lesquelles la gauche a été divisée ces derniers mois et sur laquelle, voilà, il y a eu des positions radicalement opposées, notamment là moi je pense personnellement à la dernière loi immigration où il y a quand même eu une tribune entre le PS, certains dirigeants du PS, des écolos et du PCF. Voilà, on a vu quand même ce mouvement de recomposition s'organiser en cachette, en secret. Pas tant que ça, puisque finalement, il y avait il y avait des alignements communs, mais voilà, c'est des éléments de langage qui sortent de plus en plus souvent dans les médias de la part de dirigeants de gauche, avec notamment Hidalgo, etc., mais c'est pas la seule, où on voit une partie de la gauche qui, comme tu l'as dit Antoine, se recentre avec un débat qui soit moins dans la rupture, plus aussi dans le dialogue avec le gouvernement actuel et un soutien aussi à certaines formes de mesures gouvernementales où ils s'alignent, où ils jouent les idiots utiles du gouvernement, très clairement. Parce que dans ce communiqué, il y a aussi un petit peu d'autres choses. Les communistes proposent donc une nouvelle alliance. Alors là, je cite à partir de maintenant, sur le modèle des rassemblements qui réussissent, comme c'est le cas dans de nombreuses majorités locales ou oppositions de gauche, où l'ensemble des forces travaillent ensemble. Nouvelle citation. Donc il lance un appel à toutes les forces disponibles pour se rencontrer dans les prochains jours, toutes les forces de gauche et les écologistes, pour débattre publiquement des conditions et des contenus pour construire ce rassemblement dont le pays a besoin. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est jouable et quelle forme pourrait avoir cette nouvelle alliance, s'il y en a une? C'est très flou, effectivement, Faouz VS dans le chat. Je pense qu'elles seront sur les questions qui ont divisé jusque-là. Non, mais c'est... Vas-y, Manel. Non, mais je disais que, voilà, je sais pas trop dans quelles conditions elles vont se faire, mais elles vont se faire autour des contours des divisions qui ont déjà, des lignes de division qui ont déjà fracturé la gauche ces derniers mois, c'est-à-dire les questions de sécurité, les questions de laïcité, les questions d'immigration, les questions internationales notamment, en particulier les questions d'impérialisme. Et donc du coup, ça va être aussi autour du rapport aussi au gouvernement que va se faire... que vont se jouer aujourd'hui les débats. Après, comment est-ce que ça va se mettre en place concrètement? Moi, je suis plutôt de l'avis d'Antoine, où ça va sûrement être des coups d'épée dans l'eau et on ne sait pas trop à quoi ça va faire référence, en quoi, quand le peuple ne participe pas à ce type de travail de définition. C'est quelques personnes, des responsables politiques qui vont décider dans leur coin de ce qui les rassemble et de ce qui les divise d'une autre partie de la gauche. Et je pense qu'on en connaît déjà les contours puisqu'on connaissait déjà les débats qui fracturaient la NUPS jusque-là. Vas-y Antoine, si tu veux aussi réagir.
Oui, tu citais le communiqué qui dit faut faire des choses comme ça se passe au plan local. Mais en fait, la caractéristique de la période politique qu'on vit, c'est que les forces politiques qui dirigent des mairies, quelques départements, une ou deux régions, c'est-à-dire les forces politiques qui ont du poids au niveau local, en tout cas dans les dernières élections, et la force politique qui a un poids qui dans la dernière présidentielle et celle de 2017 aussi a eu un poids très important, ne sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes gauches. Non. Et du coup, effectivement, on peut, à partir de cet état de fait, continuer une guerre débile et autodestructrice où la force présidentielle, l'AFI, peut effectivement faire très mal aux forces qui sont implantées localement. Et tout le monde connaît le calendrier de la Ve République, hein, sauf si on en change d'ici là. C'est que les prochaines élections municipales, par exemple, elles auront lieu en mars 2026. Et la prochaine présidentielle, elle aura lieu en avril-mai 2027. Donc on peut tous jouer à ça, continuer à alimenter des divisions pour certaines qui sont montées de toutes pièces, pour d'autres qui sont réelles, mais on peut jouer à alimenter les divisions et arriver avec une séquence municipale présidentielle où chacune des forces, la force qui est forte au niveau national, qui utilise son audience pour dire bah, vous allez voir toutes les mairies qu'on va vous faire perdre ou qu'on va gagner contre vous, etc. Et les forces qui ont de l'implantation au niveau local qui vont dire ah bah oui, nous, vous allez voir à la présidentielle, on va essayer comment dire, de faire pièce à votre domination nationale et tout ça. Et au niveau local, on va vous exclure aussi des accords et tout ça. C'est très Donc, dangereux, ouais. la situation, elle est forcément compliquée. Maintenant, on a besoin au-delà de tout ce qu'on peut penser, tout ça, là, je parle, mais sur le plan stratégique, si on veut une alternative à Macron et à l'extrême droite, qui de plus en plus d'ailleurs sont en train de convoler en juste noces quand même, on a besoin que la gauche locale et la gauche nationale, elles, elles soient au moins dans un pacte de non-agression. Oui, et puis qu'elle soit aussi cohérente quelque part. Parce qu'on a besoin aussi, enfin je sais pas si on en a besoin, mais là, acter cette fracture et cette division, effectivement, ça risque de compliquer les choses au niveau local, dans les relations internes qui existent entre les différentes formations politiques, alors même qu'actuellement, elles dirigent ensemble dans de nombreuses villes. Alors la France Insoumise n'est pas forcément tête de liste ou ne dispose pas d'énormément de mairies en tant que, par exemple, de maire ou à la tête de métropole. Par contre, elle est très souvent dans les coalitions qui ont porté, à la gestion ces espaces politiques qui sont majoritairement, beaucoup de PS, des écolos, du PCF, etc. Et donc, bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai peur de la division que ça va impliquer, y compris, impliquer pas forcément, mais que ça risque d'impliquer au niveau local. En tout cas, ça fait prendre des risques alors qu'on n'en avait pas forcément besoin. En tout cas, moi, pour vous donner mon opinion très rapidement, s'il y a une forme d'une nouvelle alliance, il me paraît dangereux de créer une nouvelle alliance dont le point, on va dire, de gravité ne soit pas la gauche radicale, et dont le point de gravité, comme l'a dit Manel, finalement, serait une gauche assez centriste. Et effectivement, on a, en tout cas en termes collectifs et en termes de conquête politique à faire, on a beaucoup à perdre là-dedans. Surtout que ça porte un nom, hein, je crois. En France, depuis 2012, la gauche un peu centriste, on a déjà essayé, comme dirait l'autre, ça s'appelle François Hollande. Et c'était pas ouf. Non, mais parce qu'on peut refaire à chaque fois les débats, les expériences, mais voilà, ça s'appelle François Hollande. Et les gens n'en veulent plus. Et d'ailleurs, ils ont écrasé toutes les forces qui prétendaient refaire du François Hollande à la présidentielle. Donc, c'est ça qui est pénible, en fait. C'est de se retrouver avec toute une série d'acteurs politiques qui sont complètement, je sais pas, qui pensent qu'en faisant une petite pirouette comme ça, ils vont pouvoir se retourner. Parce que je pense que ça les exonère d'avoir une réflexion politique un petit peu fondamentale sur
pourquoi ils ont foiré telle ou telle élection. Hmm. Bon, Manel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet? On en reparlera Non. sûrement. On en reparlera sûrement puisque c'est un autre épisode de la saga. Voilà. Une saga qu'on suit de très près, qu'on chronique quasiment toutes les semaines, donc n'hésitez pas à revenir évidemment la semaine prochaine pour en discuter, pour en débattre avec nous, y compris dans le chat. Alors moi je suis un petit peu dans cette espérance qu'on arrivera à retrouver, parce que Minerva c'est aussi une émission, on essaie d'avoir un ton un peu plus léger que sur les plateaux télé, alors on n'a pas du tout réussi ce soir, tout simplement parce que l'actualité était trop horrible, donc voilà. Mais j'espère qu'on va pouvoir retrouver ce ton un peu flugré et surtout que l'actualité va nous le permettre de ça. Alors Manel, juste j'ai une petite question. Manel, il me semble que toi tu es en live mardi, c'est bien ça? Ouais, on est en live mardi avec Fabrice Riceputi, qui est un prof d'histoire, qui est spécialiste sur les questions postcoloniales, qui a écrit un livre sur Jean-Luc Einaudi, qui était un historien amateur, donc je crois qu'il faisait juste de l'éducation populaire, et qui est rentré en bataille contre l'État sur les archives concernant le 17 octobre 1961, et c'est lui qui a rendu possible une écriture du 17 octobre 61 en France, et donc du coup c'est un livre passionnant sur cette bataille, enfin la bataille de Jean-Luc Einaudi, qui a été écrit par Fabrice Riceputi, et donc du coup on traitera de la question du 17 octobre 61, de la question des massacres coloniaux. Ça fait aussi référence aussi à l'actualité, à la triste actualité qu'on a abordé aujourd'hui, et donc du coup de traiter de la question de la reconnaissance d'État et de l'implication de l'État français dans le massacre du 17 octobre 61. Et ce que ça réveille aussi en termes de lutte mémorielle en France, et pourquoi est-ce que c'est une date qui est toujours aussi présente, notamment dans le mouvement antiraciste ou dans le mouvement contre les violences policières, et pourquoi est-ce que cet événement il est central dans l'histoire française. Donc voilà, je vous invite à participer à ce live qui, je pense, va être complètement passionnant. Fabrice Riceputi est très très passionnant comme prof d'histoire. Donc voilà, je vous invite à être présent à ce live, à cet entretien en tout cas. En plus, il y aura Anaïs, et c'est donc et toi Manel, et c'est donc mardi à 19h, donc n'hésitez pas à le mettre dans votre calendrier. Bisous aussi, merci Chatastrophe84 qui nous dit merci les camarades pour l'échange, bisous de Polka et de moi-même, et bisous à vous aussi, avec plaisir. Donc c'est aussi le moment où on fait des petites recommandations culturelles. Alors, je sais pas, voilà, Antoine, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander? C'est des BD, des comics, des jeux vidéo, des livres, des films, ce que tu souhaites, voilà, quelque chose qui pourrait nous occuper un petit peu dans la semaine qui vient. Moi, c'est un peu de la triche parce que c'est un film que je n'ai pas vu, je ne l'ai pas encore vu puisque de fait il n'est pas encore sorti. Donc il y a que ceux qui étaient au Festival de Cannes ou je sais pas où qui ont pu le voir. C'est le dernier film de Ken Loach, The Old Oak, le vieux chêne en français, qui va sortir, je crois, dans 10 jours. Ok. Moi, j'en ai entendu que du bien. Et en fait, ça raconte la rencontre entre des réfugiés syriens et le propriétaire d'un pub dans un village d'anciens mineurs dans le comté de Durham. Et donc, ça raconte la rencontre un peu difficile, évidemment. On imagine l'arrivée dans un village de réfugiés syriens avec le racisme et tout ça, mais aussi la construction de la solidarité, puisqu'ils vont monter une initiative autour pour revivifier ce pub et au service des plus démunis. Donc, je pense que c'est important d'aller le voir dans la période dans laquelle on est. En plus, c'est un Ken Loach, donc je pense que ça devrait être du grand cinéma. Réussi. Trop bien, ça donne carrément envie. Toi, Manel, tu as quelque chose à nous proposer? Alors moi, ça commence à être difficile, puisqu'à chaque fois, toutes les semaines, vous me demandez des recommandations. Manel, à chaque fois, toutes les semaines, tu nous dis un bouquin. Tu n'as pas le temps de Et lire j'allais 3 bouquins par encore donner semaine. un bouquin, vraiment. Non, j'allais, comme un peu si vous voulez faire vos devoirs avant l'émission de mardi, il y a un livre que j'ai trouvé incroyable qui s'appelle Le visage de Pierre,
donc une métaphore internationale de ce que le visage de Pierre, c'est le visage du racisme. Et donc du coup, c'est un noir américain qui est journaliste, qui arrive en France dans les années 50, enfin à la fin des années 50, et qui rencontre par hasard, enfin qui vient vivre un peu la bohème parisienne, et qui rencontre des Algériens. Et donc, du coup, il va comprendre que ceux qui subissent le racisme ici en France, ce sont les Algériens pendant une époque coloniale, et qui subissent exactement la même chose que lui vivait à Harlem. Et donc, du coup, il fait des comparaisons de quartiers majoritairement habités par des Algériens, la Goutte d'Or, etc., avec son quartier à Harlem, et les mêmes procédés de mode opératoire du contact police-population. Et donc, du coup, il va se retrouver, malgré lui, alors qu'il veut échapper au racisme des États-Unis, en arrivant en France, confronté à une autre forme de racisme, et comment est-ce qu'il va se reconnaître dans un peuple qu'il ne connaissait pas du tout, donc les Arabes. Et donc du coup, c'est une histoire passionnante, avec un point de vue passionnant. Et donc du coup, comment est-ce qu'il va se reconnaître dans un peuple qu'il ne connaissait pas, et dont il va voir les mêmes rapports au racisme, à la police, et les mêmes formes d'injustice. Donc le visage de Pierre, c'est le visage de l'injustice de manière générale, que lui va nommer comme ça. Donc voilà, c'est un livre complètement passionnant. Trop chouette, ça a l'air extrêmement passionnant de comparer ces deux modes, modes de pensée. Trop chouette. Et ben moi, je vous conseille cette semaine d'aller jeter un œil sur une chaîne YouTube qui fait de la vulgarisation politique, on va dire, dans l'espace un peu marxiste, qui s'appelle Cathédrale osseuse. Voilà. Dont j'ai rencontré tout à fait par hasard le créateur à une table dans un pub à Toulouse il y a quelques jours. Voilà. Et voilà, je suis allé voir ce qu'il fait, et c'est assez chouette. Voilà, c'est de la bonne vulgarisation. Notamment la dernière vidéo qui revenait un petit peu sur le parcours d'Angela Davis. Donc cette militante marxiste des États-Unis, très engagée dans la cause des Noirs aux États-Unis. Voilà. Donc je vous conseille d'aller voir, c'est plutôt chouette. En tout cas, en attendant, on se retrouve pour une partie d'entre vous, j'espère énormément de gens, mardi, donc pour ce formidable entretien. Pour moi, en tout cas, on se retrouve dimanche prochain, j'espère pour une autre émission où on aura appris que finalement tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, que la Palestine est reconnue comme un État et que la paix finalement règne sur le monde pour des millénaires. Espérons-le. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures. Merci d'avoir suivi nos échanges, merci d'y avoir participé. Et voilà, on vous envoie plein de force et plein de courage pour la semaine à venir. Et on se retrouve très bientôt. Salut, salut! Salut!